Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. J'ai même plus besoin de vous dire à chaque fois que c'est des Québécois que je reçois ici, parce que vous le savez, j'ai pris un abonnement du côté du Québec et j'ai fait que des interviews. Aujourd'hui, c'est avec Damien Wild. Est-ce que le D se prononce ou pas du tout? Enfin, en tout cas, salut à toi. Merci à toi d'avoir accepté cette interview. Et est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Certainement. Alors, d'abord, pour répondre à ta question, je te dirais oui. Je pense que la plupart des commentateurs ou des gens qui m'interviewent vont prononcer Damien Wild. Ok. Donc, le D se prononce normalement. Euh, Présentation, écoute, je suis lutteur principalement pour Generation Next et la NSPW depuis maintenant 2 ans. J'ai fêté Ok. mon 2e anniversaire de mes débuts, malgré mon âge. Là, évidemment, ça paraît que j'ai pas 22 ans, je pense. On en parlera, t'inquiète pas. Non, non, mais après, tu sais, je vais te dire un truc, j'en ai déjà eu ici. Des fois, ils font pas, tu vois, ils paraissent beaucoup plus vieux. Et en fait, tu vois, souvent, c'est avec la moustache et la barbe. Donc, du coup, c'est vrai que des fois, tu te dis, merde, quel âge il a? Non, exactement. Puis là, ben, c'est l'hiver ici, comme je te disais juste avant de commencer l'entrevue. On avait perdu l'électricité, là, c'est revenu. Fait que, considérant qu'il fait très froid, ben, je la garde plus longue. Ok. La première question, tu verras, c'est une première question qui est toute simple. C'est comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Est-ce que tu vois, c'est un petit peu l'histoire de tout le monde, à la télévision, à l'école, on te le fait découvrir. Comment ton premier contact avec la lutte, comme vous appelez là-bas, ça se passe? Mon premier contact avec la lutte se passe environ, ben, dont je me souviens évidemment, là, j'ai peut-être Bien sûr. avancé un premier contact, puis je m'en souviens pas, mais mon premier vrai contact, là, je peux dire que c'est Royal Rumble 94. Écoute, j'avais vu passer là, quelques émissions avant ça à la télévision, des recaps du dernier Survivor Series, tout ça. Je trouvais ça m'avait intrigué. Je regarde ça, c'est des gros bonhommes qui se tapent dessus. Un petit gars de 7-8 ans. Ça a l'air le fun. Puis au final, je me suis intéressé à ça de fil en aiguille. J'ai commencé à écouter les émissions là, qui passaient à chaque semaine. Puis quand est arrivé les annonces du Royal Rumble, je trouvais que c'était particulier d'avoir un match dans lequel tu as des gars qui rentrent un après l'autre avec un certain temps qui doivent s'éliminer. C'est quelque chose que je n'avais pas vu de semaine en semaine. Donc, de fil en aiguille, j'ai demandé à mon père s'il pouvait commander le pay-per-view à l'époque, ce qu'il a accepté, parce qu'évidemment, lui avait quand même une certaine connaissance aussi du monde de la lutte, là, de son jeune temps à lui. Puis, j'ai écouté ce gala-là, puis je suis tombé en amour complètement. C'est devenu ma passion numéro 1 à partir de ce moment-là, depuis toujours. Et puis en plus, vous, l'avantage que vous avez, contrairement à nous, c'est-à-dire que nous, c'est à partir de 2 heures du matin, donc avec le décalage horaire, vous, c'est à partir de 20 heures. Donc des fois, la semaine, tu devais te dire, il faut que je sois sage à l'école pour éviter d'être puni, parce que sinon, tu vois, tu pourrais pas regarder le catch et tout, parce que je crois que c'est aux alentours de 20 heures, vous, c'est ça. Donc du coup, admettons, tu fais une connerie à l'école et puis que t'es pas sage, du coup, tes parents, ils vont te dire, bah voilà, tu vas te coucher à 20 heures. Puis tu auras peut-être une tête de yeux pour pleurer parce que voilà, tu ne pourras pas regarder, quoi. Écoute, effectivement, parce que au départ, les émissions qu'on avait là, à chaque semaine, c'était Superstar au Québec qui passait le samedi autour de midi, fin D'accord. d'avant-midi, autour de midi. Puis après ça, ils ont développé le marché là, vraiment plus canadien-québécois, parce que au Canada, le Québec, comme tu sais, est un peu à part. Là, donc, ils ont développé le marché québécois. Puis, on a commencé à avoir Monday Night Raw. Effectivement, était le lundi soir, au départ à 19h. Après ça, ça s'est déplacé à 20h. Donc oui, quand tu voulais te coucher un petit peu plus tard puis l'écouter au complet, tu n'avais pas trop le choix de bien faire ça parce que sinon, c'était hop dans le lit puis c'est terminé. Là. Tu comprenais un petit peu ce que tu voyais étant plus jeune ou pas du tout? Tu disais que toi, ton papa regardait étant plus jeune, mais est-ce que toi, tu comprenais un petit peu ce que tu voyais ou pas trop? Qu'est-ce que tu veux dire si je Bah, comprenais en ce sens de savoir si c'était pas réellement un ouais, combat? voilà, ouais, c'est ça. Je pense qu'assez rapidement, je suis quand même quelqu'un d'assez quick dans la vie, puis même à Ok. mon âge, mais à cet âge-là, là, je pense que oui, j'ai rapidement compris qu'il y avait une certaine mise en scène. Euh, pour moi, c'était relativement évident que les lutteurs se frappaient pas toujours à 100%, qu'il y avait une certaine chorégraphie. Donc, ouais, je pense que je l'ai compris assez vite.
Ok. Est-ce que tu te rappelles un peu du premier match que tu as vu ou du premier catcheur qui t'a impressionné? C'est beaucoup trop Le, loin. le premier match, comme je te dis, je me souviens d'avoir vu des highlights d'un match de Survivor Series 93 où, si je me souviens bien, là, à ce moment-là, il y avait une histoire avec la Heart Foundation qui avait éclaté. Il me semble, c'est vraiment un souvenir flou que j'ai. Sinon, le premier vrai match dont j'ai souvenir, c'est le Royal Rumble 94. Et si on parle d'un lutteur, le premier lutteur qui m'a marqué sera toujours le lutteur qui m'a marqué le plus de toute l'histoire, encore à ce jour, et c'est Shawn Michaels. Ok. Je veux bien comprendre, il y a beaucoup de monde qui est impressionné par Shawn Michaels. Du coup, tu disais tout à l'heure en introduction, ça faisait uniquement que 2 ans, toi, que tu es dans l'univers du catch. Pourquoi avoir mis autant de temps avant de te lancer? Est-ce que c'est parce que tu étais un petit peu comme tout le monde qui n'était pas du tout au courant? Parce que c'est vrai qu'en général, il y en a, ils sont même pas au courant qu'il y a des structures de catch à côté de chez soi, ou c'est pour des raisons un peu plus personnelles? Officiellement, je te dis que ça fait Hop, 2 ans que j'ai commencé hop. parce que. Alors, attends, juste 2 petites secondes, j'ai un petit souci. Hop, Ça va. voilà, excuse-moi. Attends, normalement, là, ça devrait être bon. Attends, hop, excuse, j'ai eu un tout petit souci avec. Ça Attends, va. c'est Moi, je bon. t'entends bien. Ouais, voilà, c'est bon. Vas-y, je t'écoute, excuse-moi. Bon, alors, la vraie réponse, officiellement, je te dis que ça fait 2 ans que je fais de la lutte parce que je considère mon tout premier combat. Donc, moi, je viens de la NSPW Wrestling Academy à Québec. Et j'ai gradué là, les différents échelons à l'académie et j'ai fait mon premier combat graduation en novembre il y a 2 ans. Donc, je te dis que ça fait 2 ans, mais officiellement, à partir du moment où j'ai fait je vais dire un réel combat dans un vrai show à Generation Next, on parle plus de comme mars l'année d'après. Donc, on est plus à 1 an et demi, mais je compte quand même mon premier combat graduation comme un combat. Donc, je commence à ce moment-là à peu près à 35 ans. La réponse, elle est simple et complexe à la fois. Euh, je pense que la piste que tu donnes initialement est bonne, en ce sens où moi, je l'admets, là, puis je le dis souvent, j'en parle avec des gens autour de moi. Ma lacune au niveau de la lutte, j'ai pas de connaissance de la lutte québécoise. Je connais énormément la lutte, là, la WWE, WCW à l'époque et tout ça. J'ai beaucoup de connaissances là-dedans, mais la lutte québécoise, c'est ma lacune. Donc, effectivement, j'avais aucune idée qu'il existait une école de lutte à Québec qui, avant, était sur la Rive-Sud, mais c'était pas loin quand même, puis je le savais pas. Fait que c'est sûr que je ne m'étais pas informé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ben écoute, moi, j'ai quand même une carrière qui est prenante. J'ai quand même un parcours de vie où est-ce que j'étais marié, 2 enfants, la maison et tout. Donc, c'est un rêve que j'ai eu beaucoup quand j'étais jeune. Puis, à un certain moment donné, j'ai abandonné ça parce qu'avec le temps, ben, tu Tu passes à changes? d'autres choses. Oui, ben, pas nécessairement. C'était toujours là. C'était toujours en arrière, c'était toujours ma passion. J'écoutais toujours ça toutes les semaines. Puis moi-même, ça va plus loin que ça. Là. Je veux dire, je suis quelqu'un qui écrit des histoires, qui imagine des scénarios, qui analyse beaucoup de choses. Fait que, je le faisais encore, mais j'avais plus la forme. J'étais ailleurs complètement. Puis à un certain moment donné, est arrivée ma rupture. Je me suis séparé. Puis ça a été tough. Ça a été une année vraiment difficile. Puis de fil en aiguille, dans ce cheminement-là, j'ai eu un professionnel autour de moi qui m'a tout simplement challengé parce qu'il m'a dit, écoute, tu es un gars intense, puis si tu veux reprendre une qualité de vie, tu peux pas juste continuer à survivre comme ça. Il faut que tu vives intensément. Donc, il m'a comme challengé d'aller au top de ma bucket list qui, puis là, se trouvait de fait de devenir lutteur. Puis de fil en aiguille, écoute, 2 à 3 semaines plus tard, je commençais à l'académie. Tu as commencé à peu près par aller voir un show ou pas du tout? Parce que je sais qu'en général, c'est beaucoup ça. Tu vois, bah, en général, c'est beaucoup aller voir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont venus ici qui me disaient, ouais, pareil, ils ne connaissaient pas trop la NSPW. Un jour, ils se sont baladés ou peut-être un ami les a dit, est-ce que tu veux venir voir un show de catch? Ah ouais, pourquoi pas? Et du coup, est-ce que toi, tu as aussi commencé par un show ou tu as tout de suite commencé par les entraînements? J'avais jamais vu un show Ok. de la Ok. NSPW avant. Je me suis un peu lancé dans le vide, mais écoute, à cette époque-là de ma vie, j'allais tellement pas bien. J'avais tellement besoin Important. de ça. Ouais. Oui, puis en même temps, comme je t'ai dit, pour moi, c'est pas de l'avantardise ou quoi que ce soit, mais
c'est ancré en moi. Je veux dire, si dans la vie, des fois, il y a des choses que tu sens que tu es né pour faire quelque chose. Tu sens que ça a toujours... It was meant to be, qu'on dit en anglais. Donc, non, je ne me suis pas posé de questions. J'ai vu qu'il existait l'académie. Je me suis inscrit. À l'époque, je m'étais inscrit avec un partner, mais ça, c'est une autre histoire qui a un peu chamboulé tout. Mais non, je n'avais pas eu aucun contact avec la NSPW avant. J'avais vu un show de lutte québécoise. Le seul que j'avais vu, c'était comme 15 ans auparavant. Ok. Tu dirais que c'était quoi, toi, ce fameux élément déclencheur qui t'a permis de passer justement en tant que simple fan de catch à lutteur aujourd'hui? C'était quoi ce gros élément? À quel moment tu te dis, voilà, là, ça y est, je sais enfin, je sais que je vais pouvoir faire du catch enfin pas loin de chez moi. Combien de temps ça t'a pris, toi, à te dire, ben voilà, ça y est, je me lance officiellement? La première fois que j'ai mis les pieds dans le ring. Ok, J'ai jamais eu de doute. Euh, d'accord. je pense pas que je suis le meilleur. Je pense pas, définitivement pas que je suis le pire non plus. Je sais que je suis un travaillant, puis je sais que j'ai ça en moi. Puis je peux te dire, à partir du moment où à cette époque-là de ma vie, ben, premièrement, il y avait le sentiment d'urgence. J'avais besoin de ça réellement. Puis à partir du moment où je suis arrivé au local à l'époque, le vieux local, j'ai monté les marches, je suis arrivé en milieu du cours parce que, comme je te dis, il y a un peu une histoire sur le premier cours là, qui a fait que je suis arrivé en retard. Puis le coach qui était là à ce moment-là a arrêté le cours, m'a permis de me changer, arrêté le cours, m'a permis de prendre le ring, d'aller faire le tour des cordes, marcher le ring. À ce moment-là, je me suis fermé les yeux, puis j'étais à la place où je sentais que je devais être. Puis je pense qu'il l'a senti lui aussi. Puis non, il n'y a pas eu, j'ai eu aucun délai entre le moment où, dans ma tête, à tout le moins, j'allais devenir un lutteur. Tu arrives justement là-bas. Qu'est-ce que tu remarques tout de suite qui est compliqué? Parce que tu vois, en général, beaucoup tu vois, enfin, en général, on se compare toujours, tu vois, ce qu'on voit à la télé, en général, on dit toujours, en fait, c'est facile. Puis au final, quand on le fait, on se rend compte que, tu vois, c'est complètement plus compliqué. Justement, est-ce que déjà le fait d'avoir été, parce que je suis sûr, hein, tu as été correctement accueilli et tout, est-ce que déjà le fait d'être accueilli à un endroit où tu ne connaissais pas uniquement qu'à travers la télé, est-ce que déjà la première chose, c'est que tu as été bien accueilli? Est-ce que ça a été important pour toi? Ça a été extrêmement important. Parce que tu arrives dans une nouvelle place. En plus, tu es à un moment de ta vie où ça va moins bien. Tu ne veux pas arriver dans la confrontation. Donc, effectivement, de sentir l'accueil, l'ouverture, ça a aidé énormément. Mais oui, c'est sûr que tu arrives là puis tu vois qu'il y a plein de gens. Je me suis douté à ce moment-là en me disant, ben écoute, moi, je suis un gars qui aime beaucoup collaborer, qui aime beaucoup aider les gens, mais évidemment, tu comprends que des spots, il n'y en a pas 50 000, puis qu'à un certain moment donné, tu vas devoir faire ta place. Mais rapidement, j'ai vu que les gens qui étaient là, c'était des bonnes personnes avec qui, oui, évidemment, éventuellement, il y aurait une certaine saine compétition, mais avec qui j'ai vu qu'on pourrait s'entraider, puis qu'on pourrait travailler ensemble. Puis ça, pour moi, c'était important, puis je l'ai senti immédiatement. Ok. Et puis en plus, c'est important, tu vois, comme tu dis, d'arriver dans un endroit dont on ne connaît pas et puis d'être tout de suite bien à l'aise. Parce qu'en général, bah, si tu ne te sens pas, c'est comme ça aussi, tu vois, bah, que tu as du mal à t'intégrer. Et puis en fait, au final, bah, de passer peut-être à côté on va dire, entre guillemets, de la chance de ta vie, quoi. Parce que des fois, bah, pour un simple truc et tout, tu te dis, ouais, là, franchement, ça a été nul. Bref, tu dirais que c'était quoi, toi, la chose la plus compliquée au début? Est-ce que c'est le fait de pouvoir chuter? Est-ce que c'est le fait, je sais pas moi, de pouvoir courir dans les cordes, ce qui n'est pas forcément évident à tout le monde? Je sais pas si tu avais déjà pratiqué des sports d'arts martiaux, mais bref, qu'est-ce qui était compliqué pour toi à tes tout débuts au niveau des entraînements? Courir les cordes, c'est étonnamment difficile. Ok. Moi, je vais dire encore aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je travaille match après match. Bien courir les cordes, que ça look bien quand tu rebondis dans la corde. Des fois, on a tendance à vouloir repartir trop rapidement alors qu'on doit vraiment avoir le bounce de la corde pour que ce soit beau visuellement. Courir dans les cordes, là, je te dirais, c'est une des choses que je trouvais et que je trouve encore le plus difficile. Mais évidemment, prendre des bumps, ce que tu dis, là, tomber, les chutes, écoute, ça fait mal.
Un ring, là, les gens croient au début, là, quand tu n'as jamais mis les pieds là-dedans, tu regardes ça à la télé, puis tu te dis c'est un trampoline, puis ça tombe bien, puis c'est Ah non, facile, puis c'est les pas gars du se tout le cas. relèvent. Ça fait mal. Les premières fois, quand tu n'es pas habitué, ton corps, évidemment, il va se protéger. Puis en se protégeant, tu te fais encore plus mal. Fait qu'il faut tout que tu dérègles tes instincts pour finalement être capable de prendre des bombes puis de tomber et de, au final, te faire de moins en moins mal puis risquer de moins en moins de blessures. Ça aussi, c'est difficile de se déprogrammer au départ. Ok. Qu'est-ce qui, justement, t'a fait rester, tu vois, parce qu'en général, on fait un espèce de petit test. Par exemple, peu importe, hein, tu vois, ça peut être dans le foot, ça peut être dans n'importe quel sport. En général, on essaye pendant 2, 3 jours, puis en fait, on se rend compte que c'est pas pour soi. Qu'est-ce qui, toi, justement, t'a fait continuer? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que tu dirais que c'est ta détermination qui t'a fait continuer dans la lutte ou c'est autre chose? J'avais pas le choix de rester. Ok, À ce moment-là, c'est une des seules choses que j'avais. d'accord. Puis je me suis lancé là-dedans parce que j'étais rendu là, puis j'en avais besoin. Donc, oui, je pense qu'il y a une partie de détermination, il y a une partie de nécessité. Euh, j'ai été tellement bien accueilli par l'équipe de la NSPW, que ce soit Steve Boutet, que ce soit Pascal Martin, qui était un des premiers coachs là, à l'occasion que j'avais eu, que ce soit les gens avec qui je prenais les cours à l'époque. Euh, c'est sûr que ça m'a aidé énormément. Je me sentais chez nous, je me sentais à ma place, je sentais que j'étais accueilli. Puis c'est sûr, à un certain moment donné aussi, j'ai eu des conversations avec les dirigeants sur mes visions à moi, en disant, écoute, moi j'ai 35 ans, c'est sûr que si tu me dis que je fais un premier match dans 5 ans, je ne resterai pas parce que ben, ça ne marchera pas, évidemment. C'est pas dans mon plan. Puis je ne suis pas comme ça dans la vie non plus. Quand je sais que ça va bien et que je suis capable de donner quelque chose, je veux que ça aille rapidement. Je ne suis pas très patient. Puis rapidement, on semble avoir embarqué dans ma vision. On m'a testé beaucoup, puis ça semblait fonctionner. Donc, tout ça ensemble a fait que j'ai compris que le fit, il était bon. Ok. Tu dirais que c'était quoi un petit peu la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu voulais devenir lutteur? Est-ce qu'ils t'ont suivi là-dedans? Est-ce que ça a été compliqué un peu pour certains? Parce que tu vois, on s'imagine toujours, tu vois, enfin, la lutte, comme tu disais, ouais, enfin, il va se prendre des coups de chaise, il va se prendre, parce que tu vois, en général, souvent, soit il y en a, ils prennent pas ça au sérieux, ou soit il y en a, ils prennent tellement trop ça au sérieux qu'ils s'imaginent tout de suite que tu vas te prendre tu vois, enfin, des coups de chaise, que tu vas pisser le sang, que ça va être l'enfer, quoi. C'était quoi un peu enfin, la réaction de ta famille? Je ne me souviens pas de quiconque qui ait mis en doute ma décision de me lancer dans la lutte. OK. Que ce soit, moi j'ai des excellents amis dans la vie, tu me parles de famille, pour moi, mais certains de mes amis plus proches, c'est ma famille que j'ai choisie, puis c'est réel. C'est des gens qui m'ont aidé à cheminer, qui m'aident encore à cheminer aujourd'hui, puis qui m'accompagnent. Donc, que ce soit mes amis proches ou que ce soit ma réelle famille de sang, euh, j'ai eu dans mon souvenir, aucune personne qui a mis ça en doute. Probablement parce que je leur ai tellement cassé les oreilles avec ça depuis que j'ai 8 ans, que pour eux autres, pour la plupart, la réaction que j'ai eue le plus, c'est enfin. Il était temps, puis good, vas-y, puis garde, vis-le ton rêve. Donc non, j'ai pas eu, je me souviens pas avoir eu personne qui a eu vraiment d'inquiétude, ou en tout cas, ils me l'ont pas dit. Voilà. Même ta maman, parce qu'en général, on dit toujours que les mamans sont protectrices. Est-ce que là, elle a été avec toi ou pas du tout? Euh, Ma mère est décédée. Ah, pardon, excuse-moi, je ne savais pas. Ben, c'est pas de ta faute. Je me pose souvent cette question-là parce que ma mère, évidemment, je lui parle beaucoup, je la sens quand même avec moi. Ça a l'air ésotérique un peu, mais je pense que depuis son décès, j'ai compris certaines choses. Puis je me pose souvent la question, savoir comment elle réagirait à ça. Euh, je crois qu'elle aurait été très inquiète OK. parce que ma mère était quelqu'un qui était très anxieuse, très protectrice. Donc, je me doute qu'elle aurait été très inquiète. En même temps, ma mère m'a toujours suivi
quand je faisais du sport de haut niveau, volleyball, fastball. J'ai joué à des hauts niveaux, puis elle a toujours été là. Elle a toujours été ma fan numéro un. Elle s'occupait même de mes équipes là, à l'époque. Elle a été directrice générale d'équipe de balle et tout. Là, elle brassait, là, ma mère. Donc, je me doute que ce serait un heureux mélange entre elle serait pétrifiée à chacun de mes matchs, mais elle serait assise dans la première rangée en tant que fan numéro un. Parce qu'elle sait à quel point c'est mon plus grand rêve. Puis je pense qu'elle ne voudrait pas m'empêcher de vivre ce rêve-là. Juste une dernière question concernant ta maman et après on va passer à autre chose parce que j'aime pas parler de la famille et encore une fois je suis désolé mais comme tu disais je pouvais pas le savoir et tout. Je voulais savoir par rapport au niveau de ta maman le fait qu'elle est décédée. Est-ce que tu dirais que ça t'a forgé toi en tant qu'homme? Est-ce que ça t'a forgé? Parce que je sais qu'en général beaucoup de monde quand ils perdent des membres de leur famille, bon, bah, tu te doutes bien qu'ils sont, enfin on n'est jamais content de perdre un membre de sa famille mais c'est vrai qu'on change beaucoup. Est-ce que tu dirais que toi ça t'a forgé et ça t'a permis un petit peu à apprendre plus à te connaître, un peu plus à te démerder tout seul? Ça m'a permis, écoute, ma mère est décédée dans des circonstances accidentelles. Elle était en parfaite santé, là, puis c'est arrivé comme ça, un accident d'auto. Donc, ça a eu c'est un peu différent le cheminement versus peut-être quelqu'un qui est malade depuis un certain temps et tout. Donc, ça t'oblige à réagir avec l'inconnu, l'imprévu, à voir comment tu vas dealer avec ça. Moi, j'ai eu aussi là, un peu une dynamique familiale où est-ce que mon frère, ça a été bien difficile. Puis bon, moi, il a fallu peut-être que je me raidisse un petit peu et tout. Mais donc, moi, je dirais que le décès de ma mère, même si, comme tu dis, évidemment, si tu savais dans les dernières années comment j'aurais souhaité qu'elle soit là, puis encore aujourd'hui, mais on n'a pas le choix dans la vie. La vie, il arrive des choses, puis il faut vivre avec, il faut dealer avec. Puis moi, ce que je retire de ça, je crois que ça a été le début de mon cheminement De vers quelque chose. le fait de devenir un vrai homme. Tu sais, si je peux dire un vrai adulte qui prend ses responsabilités, qui s'occupe de sa famille comme il faut, des gens autour de lui comme il faut. Puis ça m'a permis de dealer avec l'adversité, puis effectivement de gagner une certaine force qui m'aide beaucoup aujourd'hui. Ok. Si tu devrais nous décrire un petit peu le personnage que tu incarnes sur le ring, déjà, comment tout a commencé par rapport au niveau du nom, du prénom, enfin, plutôt du nom, enfin bref, du personnage en lui-même, et est-ce que tu t'es inspiré de quelque chose? Bref, comment tout a commencé pour toi? Il y a deux volets à ta question. Si on commence par le nom, Damien Wild, quand j'ai commencé, quand je me suis inscrit à l'académie, comme je t'expliquais tout à l'heure, je devais normalement être en équipe. On s'était inscrit en équipe, moi puis un de mes partenaires qui avait déjà fait de la lutte à l'époque. Donc, moi, vu que j'allais moins bien dans ma vie, il m'a donné ce coup de main-là, ce coup de pied dans le derrière-là pour aller m'inscrire. Et à ce moment-là, j'étais en arrêt de travail, ça allait pas bien du tout. Donc, je suis chez eux un après-midi, lui ne travaillait pas. Puis c'est là qu'on a commencé à parler de ça. Euh, Lui, ayant déjà fait de la lutte, avait déjà à l'époque un personnage. Donc, il me disait, moi, si je reviens, je veux garder mon nom, je veux garder un peu mon personnage, je veux le faire évoluer, mais je veux garder le nom. Je dis, c'est correct, je comprends ça. Donc, on s'est mis à s'inventer une gimmick, puis à penser à qu'est-ce qu'on voudrait faire, puis un nom d'équipe. Puis au final, avec les initiales, on voulait s'appeler The Greatest Show. Puis avec les initiales, il y avait son nom. Puis moi, écoute, c'était DA. Puis moi, ça faisait Damien Anthony. C'est le prénom que je voulais avoir, mon personnage à l'époque. Puis le fait que j'ai gardé Wild, ça, honnêtement, c'est que depuis que je suis jeune, moi, comme je te dis, j'écris des scénarios, puis j'avais déjà inventé un personnage à 8-9 ans à peu près. J'ai encore l'écriture de ça. Ma mère l'avait conservé d'ailleurs. Puis mon personnage à l'époque, son nom de famille, c'était Wild. Donc, quand j'ai tout mis ça ensemble en disant, OK, les initiales qui fit avec notre gimmick, Damien, et je garde le Wild de l'époque parce que je voulais comme rendre un peu un hommage au petit gars qui réalise son rêve, ça a donné Damien Wild. Donc, le nom, il vient comme ça, puis finalement, l'histoire est que mon partner m'a choqué le matin du premier cours. Puis j'ai décidé un peu
une genre de motivation de me dire, écoute, là, tu m'as choqué, tu m'as abandonné, mais moi, je vais le faire, puis je vais le faire avec le même nom qu'on avait décidé ensemble pour un peu te montrer finalement que je vais le faire tout seul. Fait que c'est un petit peu tout ça qui fait que le nom Damien Wild est arrivé. Choqué qu'on t'a abandonné comme ça, tu t'y attendais vraiment pas. Après, enfin, on n'est pas là pour citer le nom de la personne parce que moi, ça m'intéresse Non, pas, mais je veux dire, par rapport à ça, ça t'a beaucoup surpris? ça m'a démoli. Ouais. J'étais à un stade de ma vie où j'allais vraiment pas bien. J'avais besoin de cette aide-là. Puis le matin du cours, je suis allé le chercher. Puis quand j'ai cogné à la porte, ça n'a juste jamais répondu. Puis je me suis effondré, je suis tombé assis dans la neige, puis je suis resté assis là pendant un bon bout de temps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, écoute, tu as deux possibilités. C'est soit tu restes là, tu t'écrases, puis tu continues à t'apitoyer sur ton sort, ou tu es déjà inscrit, tu as déjà payé, tu te lèves, tu te bottes le cul, puis tu y vas. Puis c'est ce que j'ai décidé de faire, même si je t'arrive en retard. Mais c'est bien parce que tu vois, honnêtement, tu vois, dans ce que tu dis, et c'est ça aussi, tu vois, c'est également pour ça que j'aime bien faire des interviews. C'est-à-dire que peut-être, tu vois, enfin, dans ton histoire à toi, tu as peut-être, tu vas toucher d'autres personnes qui ont plus ou moins, tu vois, vécu la même chose et qui se disent, bah, peut-être que moi, je m'en suis peut-être pas très bien sorti et lui, regarde, il a réussi à s'en sortir. Donc, si lui, il a réussi à s'en sortir, moi, je peux réussir aussi. Je sais pas si tu comprends un peu. Ce que je veux dire, mais tu vois, c'est ça. Et en tout cas, je te remercie en tout cas de te livrer comme ça, parce que c'est vrai que beaucoup de monde ne le font pas forcément. Et merci à toi. Et je voulais savoir, est-ce que tu dirais que ça a été quand même compliqué de trouver vraiment le type de personnage qui aurait pu vraiment te convenir? Parce que tu vois, en général, des fois, on a une idée sur voilà, on veut faire ça, puis en fait, au final, on se rend compte que ça colle pas du tout. C'est pour ça que beaucoup de monde, parfois, débutent vraiment avec un tout petit personnage, puis en fait, ils se rendent compte que bah, c'est vraiment de la merde, désolé du terme, et puis du coup, en fait, ils changent autre chose. Est-ce que toi, tu as tout de suite vu que ça allait coller avec toi? C'est évidemment une crainte que j'avais. C'est une crainte que tout le monde a, je pense, tous les lutteurs, de trouver la bonne gimmick, de trouver la bonne intensité aussi avec laquelle rendre la gimmick. Puis c'est encore un work in progress. Je te confirme qu'encore aujourd'hui, après 1 an et demi, 2 ans, je suis encore à établir le personnage puis à bien comprendre avec chacune des foules avec qui je travaille aussi parce que c'est pas toutes les foules qui sont pareilles. Donc, c'est sûr que c'est la plus grande crainte au départ. Mais j'ai eu un feeling, c'était organique au départ, le personnage de Damien, parce que dans ma tête, ça a toujours été ça, mon lutteur. Comme je te dis, il est écrit depuis que j'ai 8-9 ans. Il y a beaucoup de similitudes. Étonnamment, le petit gars de 8-9 ans ne savait pas que j'allais vivre ça puis que j'allais arriver là dans ma vie. Mais des fois, il y a des drôles de hasards. Je relis la description du personnage puis je me suis inspiré de ce qu'il y avait là puis je l'ai adapté avec ce que je vivais aujourd'hui. Tu sais, moi, il est arrivé une période dans ma vie où quand j'allais vraiment pas bien, je me suis un peu posé la question de dire, je suis une mauvaise personne, je suis un peu un monstre, là, tu sais, puis j'ai fait beaucoup d'introspection, euh, puis au final, j'ai réalisé que non, mais ça m'a comme, cette pensée-là m'a aidé à créer le monstre un peu qui est Damien, parce que Damien, il est rough. Fait un peu tout ça ensemble, je trouvais que c'était tellement organique, c'était tellement des choses qui venaient d'un questionnement que j'avais réellement vécu que je me disais, OK, ça risque quand même d'être facile à faire, même si sa personnalité est totalement à l'opposé de la mienne. Puis en même temps, il y a tellement une partie cure dans tout ça. Écoute, tu joues le rôle d'un ultra méchant, d'un psychopathe. Tu te dis, bon, c'est le fun, ça me permet complètement de sortir de la personne que je suis et de vivre d'autres choses. Ok. Et si jamais il y a des choses à modifier, tu voudrais modifier quoi dans ton personnage ou à changer, par exemple? Ben, je modifie des choses constamment. Tu sais, là, présentement, tu vois, je porte le gilet de Red Kingdom parce que j'avais froid tout à l'heure, considérant que je n'avais pas de chauffage. Mais placement de produit aussi. C'est pas grave. Mais écoute, c'est présentement, il évolue, Damien, parce qu'avec Red Kingdom, tu sais, moi, là, je vis une dualité en ce moment. Là. Puis j'aime ça, je trouve ça le fun. Là.
je vais commencer par le début. Dans Generation Next, je suis dans un groupe qui s'appelle le Consortium, qui est une genre de mafia. On est des ultra méchants. Il y a la marraine, il y a le parrain. Moi, je suis en tag team là-dedans. Je suis principalement un lutteur tag team, là. Donc, je suis en tag team là-dedans avec Jack Myers. On est les gros fiers à bras de la mafia. Donc, moi, je suis le gars qui n'a pas de sentiments, qui aime Les infliger de purs la heals, douleur. quoi. Ah, totalement. Ouais, puis Damien, il est mean. Là. Moi, là, je vais piquer la foule. Personnellement, des gens que je vais entendre me faire des calls. Moi, j'ai beaucoup de réparties, je vais les relancer directement. Puis je perds rarement un combat là, verbal avec quelqu'un dans la foule. Fait que ça fait énormément réagir. Fait que ça fait beaucoup partie de mon personnage. Donc, je vis ça d'un côté. Puis de l'autre, ben là, j'ai commencé à travailler en équipe cet été avec Azael, qui est une lutteuse de plus en plus connue au Québec. C'est déjà reçu. Ouais. Elle est vraiment en montée, maintenant championne femme fatale et tout. Donc, on a lutté ensemble en équipe cet été. Moi, ça faisait un bout qu'elle me parlait d'un projet. Elle voulait avoir une équipe là, intergenre, Red Kingdom, qu'elle avait en tête. Puis elle m'a approché, on est très proche, puis elle m'a approché en me disant, écoute, je pense que tu es la bonne personne pour ça. Donc, on s'est lancé. On a eu un match cet été où on a fait nos preuves, puis ça a cliqué comme ça. Donc, de fil en aiguille, on a été amené sur le roster de la NSPW, sauf que là, pour Red Kingdom, je travaille en face. C'était le besoin que le booker avait. Quand on avait travaillé cet été, on avait travaillé en face. Il a vu la connexion avec la foule. Donc là, je travaille en gentil à la NSPW, puis en Monster Heel à Generation Next. Donc, quand tu me demandes qu'est-ce que je veux changer puis qu'est-ce que je veux faire évoluer, bien, pour moi, c'est d'être capable de travailler tout ce spectre-là, puis d'être capable de bien le faire d'un côté comme de l'autre. Okay. Puis au début, j'étais inquiet de travailler en face parce que j'ai toujours travaillé en heel, puis Damien, il marche fort en heel. Puis là, je me suis dit, comment ça va fonctionner? Qu'est-ce que je vais faire avec le personnage pour le changer, justement, pour l'amener en face? Et la réponse, c'est rien du tout. Je prends le même personnage. Damien, il a juste comme rencontré quelqu'un qui est The Angry Red Woman, qui est tout aussi fâché que lui. Puis au final, c'est deux personnes qui, tu sais, elle avait comme perdu peut-être son côté fâché en vouloir être face puis être aimé de la foule. Puis moi, ben, Damien, il ne comprenait pas comment faire ça. Donc, à quelque part, les deux se rejoignent. Puis on le voit dans nos matchs, c'est un peu la dynamique qu'on veut avoir. Donc, je garde la même dynamique. C'est juste qu'au lieu de m'obstiner avec la foule, ben, quand je sors, au final, ils sont contents que je vienne battre l'autre gros méchant. Puis, donc, c'est ça. C'est de travailler tout ça. Puis, je te dirais pour l'instant, j'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit, même que mon rôle de face m'aide à aller encore plus loin dans mon rôle de heel quand je reviens à Generation Next. Fait que c'est peut-être ça les petits ajustements que je fais en ce moment là, quand je passe d'un côté ou de l'autre. Est-ce que tu as une préférence pas particulière? Est-ce que tu préfères plus être heel ou être face, ou les deux ou tu préfères être les deux, ou tu en as vraiment une particularité, enfin plutôt une préférence? C'est dur de ne pas aimer l'amour des gens. OK. C'est pas Damien qui dit ça, là, c'est la personne derrière Damien. C'est plus compliqué aussi. C'est plus compliqué au début, tu vois, parce que quand tu commences au début, tu vas te se faire aimer, tu vas avoir le public avec soi, c'est beaucoup plus compliqué que de se faire huer. C'est pour ça qu'en général, je dis bien en général, ceux qui commencent, on leur met en général forcément heel, tu vois, puis après, on essaye de voir si face ça peut aller. Mais c'est pour ça que, tu vois, je te dis, c'est pour ça que je te dis que c'est un peu compliqué par rapport à ça. Ben oui, mais puis tu as tout à fait raison. Puis c'est sûr que honnêtement, organiquement, Damien, c'est un heel à la base. Fait que j'aime beaucoup ça, travailler en heel. Puis depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est ce que je fais pratiquement toujours. Fait que c'est sûr que j'ai toujours un petit penchant vers le côté heel. Puis j'avais certaines craintes du côté face, mais plus je le fais, plus, comme je t'ai dit, c'est très difficile de ne pas apprécier, d'être aimé des gens, puis que quand tu fais quelque chose, la réaction, quand ça pop, c'est sûr que c'est hot. Fait que je te dirais, c'est très mitigé. Malheureusement, ma réponse est plate, mais j'aime les deux. Non, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a du positif dans les deux. Tu sais, d'être heel, c'est vraiment un exutoire sur certaines affaires, puis d'être face, tu regardes la face du monde, tu fais comme, les autres, ils ressortent, ils sont contents de la performance que j'ai donnée. Du coup, je voulais savoir combien de matchs pour l'instant tu as à ton actif?
Écoute, je ne suis pas de ceux qui gardent une liste. Là. Je sais qu'il y a des OK. gens qui, puis je le regrette peut-être un peu de ne pas m'être fait Qui ma note liste tout. depuis le départ. Je te dirais, je dois être rendu à, c'est dur à dire, 70 matchs peut-être. OK. Alors, 60-70 matchs. du coup, avant de continuer avec ces matchs, on reste toujours dans la même lignée, mais justement, tu vas comprendre pourquoi je t'ai demandé ça. Je voudrais juste que tu nous parles de ton tout premier match sur le ring. Tu vois, la première fois que voilà, on te découvre, la première fois que tu t'exprimes devant du public. Déjà, comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais très content de toi ou est-ce que, au contraire, tu avais envie d'aller t'enterrer dans un trou? Et est-ce que tu étais stressé ou pas du tout? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de lutter devant une foule. Hein, en général, tu vois, il y en a qui sont un peu timides et tout. Comment ça s'est passé pour toi, tes tout débuts? Encore une fois, il y a plusieurs volets à ta question. Euh, Tu parles de mon premier match officiel dans une fédération ou de mon match de graduation? Parce que c'est deux choses différentes, évidemment. Parce que, en fait, en gros, moi, je parle plus le jour où le public te découvre. OK. Ben, il y a eu le match de graduation, mais ça, c'est par rapport à l'école, donc c'est peut-être un petit peu différent. C'était plus devant Oui, bien parents sûr. et Ouais, amis, donc ça, je vais le mettre ouais. dans une autre catégorie. Écoute, moi, l'histoire de mon premier match est un peu particulière. Je fais ma graduation. Euh, j'ai des discussions avec Steve Boutette, le président de la NSP, pour voir un peu où est-ce qu'on s'en va. Il me parle du consortium. Il y a une idée, un clan, tout ça. Puis moi, j'achète, évidemment. Moi, dans la vie, écoute, si j'ai une opportunité, peu importe laquelle, je vais la prendre puis je vais faire le meilleur de cette opportunité-là. Puis je trouvais ça le fun comme idée. Donc, il me parle de ça, éventuellement, que bon, on aurait nos débuts à Generation Next et tout. Puis je sais, à un moment donné, que je suis cédulé pour être dans le Rumble de Generation Next comme un des entrants, mais on n'avait pas encore là, de personnage à ce moment-là. Puis écoute, je me demande si c'est pas une semaine avant, ou en tout cas peu de temps avant, je suis chez nous un samedi après-midi. J'ai pas encore fait de match à Generation Next, rien. Et je reçois un messenger de Steve qui m'envoie un vocal. C'est une fin de semaine où j'ai mes enfants et tout. Fait que moi, fin de semaine bien ordinaire. Et là, il m'envoie un vocal en me disant, écoute, qu'est-ce que tu dirais de lutter en pré-show de la NSPW à soir? Là, il est 2 heures l'après-midi, j'ai jamais fait de match. Puis là, on parle pas du club école, là. On parle de big deal. Là. Mais en pré-show, mais quand même. Fait que là, attends un peu, là, j'ai mes enfants, mais je me dis, c'est impossible que je rate cette opportunité-là. Donc, je me suis arrangé, évidemment, pour que mes enfants, il y a quelqu'un qui s'en occupe et tout. Donc, ça a été, j'ai pas eu le temps d'être stressé parce que je le savais pas, parce qu'il s'est ramassé une situation dans laquelle j'ose croire qu'il était mal pris, là, parce que j'étais pas, clairement pas la personne qui était dans les plans à ce moment-là. Mais je pense qu'il avait vu en moi quelqu'un qui est capable de donner une bonne performance contre à peu près n'importe qui, n'importe quel style. Donc, probablement qu'ils se sont dit, écoute, ça nous prend un jeune un peu qui va prendre cette place-là, un jeune, entre guillemets, un jeune lutteur. Fait que j'ai pas eu le temps de stresser, j'ai pas eu le temps trop de réfléchir. Je suis arrivé là-bas, je savais pas trop comment ça fonctionnait, je me suis changé, j'ai mis mon gear et tout, je parle au booker, il m'explique que je suis face, out of nowhere. Moi, dans ma tête, j'avais toujours travaillé en fonction d'être heel parce que avec la face que j'ai et le personnage que j'avais, c'était toujours ça. Fait que tu dis, OK, regarde, je vais travailler en face. C'est mon personnage à ce moment-là, là, je regarde la vidéo encore, puis c'était plus ou moins Damien qui était là. Il commençait, il était timide, il ne savait pas trop quoi faire. J'avais mon grand manteau de cuir, mais c'était à peu près tout. L'attitude était moins là. J'avais aucune idée comment le gérer. Je suis arrivé là, je suis rentré dans le ring. Je ne suis même pas allé ces coins, travailler à full, rien. Écoute, je regardais ça, j'étais tellement impressionné. Puis j'affrontais Martin Lapierre-Girard, qui est un bon ami à moi maintenant, qui fait partie du consortium d'ailleurs, qui est tellement quelqu'un avec qui c'est facile de lutter. Puis écoute, quand je suis arrivé là, il me demande, on prépare le match, puis là, c'est quoi tes moves? J'ai pas de moves. Je sors de l'académie, je peux faire une side suplex, je suis capable de faire un spine buster. Finalement, il m'a fait placer les 4-5 moves que j'avais. La foule a quand même bien réagi. On ne s'est pas planté. Ça a donné un match correct.
Fait que c'est sûr que je regarde ça avec du recul, évidemment. Je suis à des années-lumière de où est-ce que je suis aujourd'hui, mais je ne peux pas dire que je suis déçu de mon premier match, surtout dans les circonstances là, dans lesquelles ça s'est passé. Ça a été une expérience incroyable. Puis j'en remercie encore Steve d'avoir pensé à moi cette journée-là parce que ça m'a permis de confirmer que je savais que j'étais capable de faire des matchs. Ok, du coup, la question, on revient toujours au niveau de tes matchs. Je dirais que c'était quoi l'un de tes meilleurs matchs que tu as fait jusqu'à maintenant et l'un de tes pires matchs? Ouf. Ça commence à être compliqué. Je t'ai prévenu en off, hein. Je t'ai Non, dit qu'il ça va y va. avoir des questions compliquées. Ça va. Meilleur match. J'aurais tendance à dire que c'est un match qui est pas télévisé ou quoi que ce soit, mais récemment, dans un événement privé, j'ai affronté Sean Martel, qui est un bon ami à moi, avec qui je me suis entraîné à l'académie depuis pas mal le départ. Je pense que c'est pas mal au niveau performance, acting, tout ça. Je pense que c'est une de mes meilleures performances. On a fait un match aussi au Diamant avec Red Kingdom récemment contre Diamond Dynasty. Il y a eu des belles réactions, vraiment. Je pense que la chimie était là. C'est un autre de mes bons matchs. Puis je te fais un top 3, c'est ça. C'est la vie, je suis comme ça. Puis je te dirais, mon numéro 3, je pense que c'est mon match contre Tom Leblond dans mon village natal à Saint-Michel-de-Bellechasse pour le festival Saint-Michel en jazz. Qui, d'ailleurs, on y retourne cette année, qui a été complètement spécial pour moi là, d'aller dans mon village natal avec pratiquement 500 personnes, de faire le main event contre un gars comme Tom Leblond qui est une perle, là, qui est un gars que je suis rendu ami avec lui et tout. Ça a été formidable, un match au-dessus de 20 minutes. J'avais jamais fait ça de ma vie. On se lançait des poubelles, des chaises, c'était ultra intense. Puis je suis sorti gagnant de ça avec le super kick de Shawn Michaels. Donc, il y a un côté un peu émotif aussi là-dessus. Fait que je te dirais, c'est pas mal mon top 3. Sinon, mon pire match, écoute, j'hésite entre deux. Je suis pas... c'est pas de l'avantardisme, mais je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de botch. Je pense que mes moves, quand je les exécute, sont relativement bien exécutés, précis. Puis mon travail de foule est habituellement bon aussi, puis ça connecte bien. Fait que c'est assez rare que je fais vraiment des matchs horribles, là, que je sors de là, puis je me dis, ça n'a juste pas de bon sens. Mais on a eu un match il n'y a pas si longtemps à Saint-Anne-de-Beaupré, un match par équipe avec le consortium contre l'Union. Puis écoute, c'était tellement difficile, je trouvais, de connecter puis d'être dans le match parce que le ring était dans le milieu d'un aréna où est-ce qu'il y avait un rodéo. On était donc vraiment loin de la foule. On pouvait se crier dans le ring pratiquement, puis ils ne nous entendaient pas. J'ai eu l'impression que le feeling de ce match-là était extrêmement difficile. Puis je n'ai pas trouvé que j'avais donné une bonne performance, tout simplement. J'ai raté des timings. À un moment donné, je devais aller tirer le pied de quelqu'un. Je l'ai fait trop tôt. C'est vraiment pas dans mes habitudes. J'ai vraiment pas aimé ma performance dans ce match-là. Sinon, dans un autre rodéo, on dirait que je suis pas bon des rodéos. À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, là, on a eu un match avec le consortium aussi à l'époque où est-ce qu'il y a eu des... On dirait que la communication était moins bonne, ça avait été difficile. Puis au final, je trouvais qu'on a dû couper dans le match. Puis j'avais pas aimé ma performance à ce moment-là. Je trouvais que mes moves rentraient pas bien. Fait que c'est pas mal les deux matchs là, que j'ai en tête que je suis moins satisfait de moi-même. Tu arrives à analyser beaucoup de tes matchs, c'est-à-dire est-ce que par exemple tu arrives à en général te filmer, tu vois, enfin filmer certains matchs qui soient bons ou qui soient mauvais, puis ensuite après regarder ce qui a été, ce qui n'a pas été, ou des fois c'est un peu compliqué de t'auto-critiquer. Je regarde chacun de mes matchs minimalement 5 fois. D'accord. Pas parce que je m'auto-congratule puis je me trouve donc bon. Là, simplement. Il y a des matchs où je me trouve bon puis je me dis crème, ça a bien fonctionné. Puis en général, le match est excellent. Mais je suis très, très critique envers moi-même puis je vais analyser beaucoup mes déplacements dans le ring. Quand je te parlais tantôt, courir les cordes. C'est quoi je suis rendu à un stade où je pense là, dans ma carrière de lutteur où est-ce que là, je suis rendu à travailler les petits détails, les choses qui vont faire que tu vas passer
d'un bon lutteur à un excellent lutteur. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Je vais être effectivement très, très critique, que ce soit au niveau de, écoute, sur le coup, j'avais l'impression que ça avait bien fonctionné, ça, que la foule avait bien réagi et tout, mais là, finalement, tu le réécoutes, tu dis, ah, peut-être que telle chose, ça fonctionne moins bien. Fait que je vais l'adapter. Donc oui, je regarde tous mes matchs à plusieurs reprises, puis je les analyse de fond en comble. Je me prends des notes, puis le match d'après, je me donne des objectifs. J'ai-tu réussi à changer ça, à évoluer? Puis dans le meilleur des mondes, c'est oui la réponse. Tu as eu des matchs aussi où tu t'es trouvé vraiment mauvais dans ce match et puis en fait au final bah, tout le monde te dit bah en fait on voit pas pourquoi tu t'es trouvé mauvais parce que nous on l'a bien aimé. C'est rare, comme je te disais, que je me trouve vraiment mauvais dans un match, sauf les matchs dont je t'ai parlé où est-ce que là, Ok. ça fonctionnait pas pour moi, puis je le sentais. Mais oui, il y a des matchs, des fois, où est-ce que je me trouve vraiment plus ordinaire, puis je me dis, ouf, à ce soir, j'étais pas un 10 sur 10, là, on est plus à 6-7 sur 10, puis au final, tu as raison, il y a des gens, tu te promènes dans la foule ou tu reviens en arrière, puis les gens, des fois, sont là, waouh, hey, c'était malade, telle chose, ça a super bien été. Oui, des fois, le feeling des gens n'est pas le même que toi. Puis je pense que quand tu es quelqu'un qui est très perfectionniste, comme moi, qui veut. Tu sais, moi, je ne veux pas en faire d'erreur dans un match. Là. Donc, la moindre petite erreur, après, je vais le sentir. Donc, c'est sûr que les gens dans la foule, ils ne le voient pas tout le temps. Puis ça, il faut que tu te remettes en perspective qu'eux, ils voient d'autres choses, puis ils veulent d'autres choses. Mais oui, ça m'arrive relativement souvent d'être semi-content d'un match, puis finalement, la réaction est super bonne. C'est quoi un peu la relation que tu as avec le public? Parce qu'on sait très bien que c'est très important d'avoir une relation avec le public, que tu sois heel ou que tu sois face, il faut que le public soit avec toi dans les deux côtés, soit pour t'encourager, soit pour te huer. Mais c'est quoi un peu le retour que tu as? Est-ce que c'est des retours positifs? Est-ce que c'est des retours négatifs? Est-ce que, par exemple, des fois, ça t'arrive? Excuse-moi, je balance plein de questions d'un coup, mais je voulais savoir, est-ce que des fois, ça t'arrive, par exemple, où bah, le public, il n'y a pas trop de réaction. Mais le problème ne vient pas de toi, mais vient un peu parce que bah, tu vois, des fois, tu as du public où ils ne connaissent pas trop, et des fois, bah, tu sens que le public, il est un peu endormi. Quoi. Ça m'est jamais arrivé. OK. Puis je travaille toujours. Je te dis pas que ça m'arrivera pas. Ça peut arriver à n'importe qui, je pense. À date, je touche du bois. Ma table est en bois, je touche du bois. À date, je pense que je suis assez chanceux en ce sens où la connexion, elle est bonne, que je sois heel ou que je sois face. Maintenant, est-ce que c'est réellement de la chance? En partie. Mais tu sais, je suis aussi quelqu'un. Tu sais, moi, à la base, là, quand je vais faire un match, je ne vais pas faire un match pour moi. Là. Moi, je vais faire un match pour m'assurer que mes adversaires, mes coéquipiers paraissent bien. Mm. Je vais faire un match pour m'assurer qu'ils vont être aussi, qu'ils ne seront pas blessés, qu'ils vont être safe. Mais la priorité numéro 1 quand je vais faire un match, c'est les gens qui ont payé pour être là. C'est la première préoccupation que j'ai, au-delà de je vais-tu réussir mon move, c'est ces gens-là qui sont venus voir un show, est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas? Si je suis heel, ils m'ont-tu assez crié après? Ils ont-tu leur semaine qui a été difficile, qui ont décidé qu'ils venaient se défouler en me criant dessus? J'ai-tu fait ma job ou j'ai pas fait ma job? Puis quand je face, est-ce que au bon moment, ça a popé? Donc, j'ai toujours derrière la tête cette préoccupation-là numéro 1. Puis tu m'as posé la question, je trouve ça très intéressant. Des fois, tu dis que c'est une foule qui connaît moins ça. On se promène énormément. On fait le tour du Québec avec la NSPW. C'est une chance d'ailleurs inouïe que j'ai. Mais tu sais, je vais donner l'exemple. Moi, quand je suis arrivé dans mon village à Saint-Michel, les gens majoritairement connaissaient pas toute la lutte, mais il y a eu une ambiance là, c'était électrisant, c'était fou. Même Steve Boutet a fait un post sur Facebook, il dit c'est une des foules les plus loud qu'il a entendu de sa vie. Bon, pourquoi? Parce que, entre autres, il y avait ce feeling good moment-là où est-ce que le gars de la place qui l'a eu rough revenait en héros pour venir gagner. Tout ça avait amené, tu sais, je m'étais promené beaucoup dans les médias et tout, fait que tout ça avait amené le fait que, même s'il ne connaissait pas ça, il était dedans. Puis on va se promener à d'autres endroits où, tu as raison, on tombe sur des foules qui connaissent moins ça, mais en même temps, c'est pas leur job à eux autres d'aller s'éduquer à la lutte avant que nous autres, on arrive. Si tu as une foule qui connaît moins ça, c'est ta job en tant que lutteur puis en tant que performer de sentir ça, de te soucier assez de la foule pour savoir que cette foule-là connaît moins ça, puis pour y expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, simplifier qu'est-ce que tu vas faire,
t'assurer que tu vas chercher chacune des personnes qui est là, puis qui reste dans le match tout le long. Parce que c'est correct d'aller chercher au début, mais il faut que tu les gardes dans le match, il faut que tu les gardes hook. Fait que c'est ta job à toi d'aller faire ça. Fait que je pense qu'en ayant cette mentalité-là, puis ce souci-là, c'est sûr que c'est plus rare que ça va m'arriver. C'est important pour toi d'être dans une grosse structure qui est quand même assez réputée, la NSPW, qui a vraiment une très, 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 très bonne réputation et tout. C'est important pour toi d'être dans un endroit qui est vraiment, vraiment bien encadré, tu vois, enfin, vraiment, et que c'est pas un peu géré comme de la merde. Pourquoi je dis ça? Parce que, tu sais, aujourd'hui, n'importe qui, au bout, avec, avec une seule année, tu vois, d'entraînement ou de connaissances dans la lutte, n'importe qui, tu vois, peut ouvrir une école de catch et c'est souvent ces gens-là, en fait, qui flinguent, qui flinguent la lutte et tout. Toi, tu es content vraiment d'être à la NSPW et de rencontrer des gens extraordinaires et des gens vraiment très professionnels et très carrés sur certaines choses. Ben écoute, la NSPW, c'est la fédération de lutte numéro 1 au Québec. C'est ça depuis 13 ans, peut-être, me semble que c'est ça, 13 ou 14 ans. C'est pas pour Je rien, me, quoi. Ben, c'est ça. Il y a des gens derrière ça. Il y a des têtes de lutte incroyables, que ce soit le président, le booker, les gens qui sont là, les lutteurs qui sont là, la structure qui est mise en place, les coachs qu'on a à l'académie. Il n'y a rien de parfait dans la vie, mais je pense que honnêtement, c'est une chance inouïe d'avoir cette machine-là derrière moi qui m'accompagne, qui m'aide, qui est là aussi des fois quand tu as des questions, parce que c'est un milieu où tu te lances là-dedans, puis tu connais pas ça, là, tu connais ça de l'extérieur, mais un coup tu mets le pied dedans, c'est un whole different ball game. Donc oui, c'est important pour moi, c'est une fierté que j'ai de représenter Generation Next, la NSPW, partout où je vais. C'est aussi un certain fardeau, entre guillemets, parce que plus tu luttes, plus, veux pas, les gens te reconnaissent des fois. Tu sais, à un moment donné, bon, il y a eu des articles aussi dans les journaux sur moi et tout. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je me promène, je dis, hey, c'est toi qui étais dans le journal. Puis, donc, tu as l'étiquette un peu qui est accolée de cette fédération-là. Donc, ça amène une certaine pression, mais en même temps, c'est la rançon de la gloire. Tu sais, tu te dis, je bénéficie de cette machine-là, de cette superbe fédération-là, ben, je dois lui redonner l'autre côté au niveau de l'image. Donc oui, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Puis moi, je suis un gars qui est très, euh, je vais dire, je suis fidèle. C'est eux qui m'ont donné ma chance. C'est eux qui m'ont entraîné, qui m'ont amené jusque-là. Je leur en redonne quand même beaucoup aussi, en ce sens où quand ils ont besoin de bénévoles pour déplacer des choses, quand je suis disponible, évidemment, avec mon horaire, j'y vais. Je travaille au niveau technique aussi, backstage, là, au niveau des lumières et tout ça depuis plus d'un an. Fait que je pense que oui, ça fait partie de ma fidélité. Puis pour moi, cette fédération-là va toujours passer avant les autres. Tu sais, je dis pas, je refuse pas de booking. Là, présentement, on commence évidemment à en avoir un petit peu plus, un petit peu partout. Je commence à être plus connu. J'ai des demandes avec Red Kingdom, j'ai des demandes avec le consortium aussi. Je vais y aller quand je suis capable d'y aller, mais je me brûlerai pas. Puis je vais toujours prioriser la NSPW. Ça, c'est la base pour moi. C'est de la manière que je suis fait, c'est ça. Ok. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait déjà des membres de ta famille qui sont venus te voir pendant un match et que ça t'a surpris et que tu étais très content de les voir ou pas du tout? Euh, Surpris, non. Parce que, je veux dire, ils m'entendent parler de ça sans arrêt. Donc, c'est sûr qu'à un certain moment donné, je me dis, ils vont tous finir par venir me voir. Euh, mais, ben oui, je te dirais quand je suis allé à Saint-Michel, dans mon village, puis j'ai un côté de ma famille qui est peut-être plus sérieux, un petit peu plus vieux aussi, plus âgé. Là. Mon père est plus vieux, donc ses frères et sœurs et tout ça. Je ne m'attendais pas nécessairement à voir tous ces gens-là venir au show, puis j'ai l'impression qu'ils ont trippé, qu'ils ont eu du fun. Fait que, ouais, il y a une certaine surprise là-dedans. Une fierté qui soit là ou pas du tout? Ben, Ils étaient fiers de toi ou pas du tout? ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Écoute, tu sais, c'est pas tout le monde dans la vie, loin de là, qui réussit à réaliser ne serait-ce qu'un de ses rêves. Euh, Puis, tu sais, moi, j'ai la chance, puis j'ai mis le travail aussi, là, de réaliser mon plus grand rêve.
Fait que c'est sûr que ces gens-là, puis surtout qui m'ont vu à un certain moment donné où j'allais moins bien, je pense que oui, il y avait une certaine fierté de dire crime, il a réussi à se relever. Puis non seulement il s'est relevé, mais il s'est relevé plus haut qu'il n'a jamais été. Donc, ouais, je pense que quand je voyais les sourires et les yeux des gens, les gens étaient contents et étaient fiers. Ok. Tout à l'heure, tu parlais que tu avais des enfants. Si un jour ils te demandent s'ils peuvent faire de la lutte, est-ce que tu les autoriserais, toi? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Est-ce que tu mettrais des conditions particulières ou pas du tout? Ben, à part s'ils me disent qu'ils veulent se péter des néons d'en face, puis se péter de la vitre, puis faire des Ouais. matchs de barbelés, ça, c'est non. Ça n'arrivera pas. Je le ferai jamais, moi-même. Tu sais, je sais que dans la vie, il faut jamais dire jamais, mais si tu me dis de me péter un néon d'en face, je suis désolé, j'ai une vie, j'ai une carrière, j'ai justement une famille, je ne ferai pas ça. Ça ne me dérange pas que tu me passes à travers une table, ça va. Tu sais, donc, ma limite Tu pour t'appelles mes pas enfants, Darby Allen. Tu t'appelles pas non, Darby Allen. exactement. Puis je vais être très honnête, en Oui. tout respect pour Darby, c'est pas le genre de lutte que j'aime. Ouais. Je trouve pas ça le fun à regarder. Mais donc, la seule limite pour mes enfants, ce serait celle-là, c'est la même que la mienne. C'est d'être safe, puis d'être safe avec les autres. Mais sinon, évidemment, écoute, moi, je leur demande, même à mes enfants, là, ma fille, elle aime beaucoup regarder mes matchs avec moi. Mon gars, il aime beaucoup se battre avec moi. Lui, mes matchs, il s'en fout complètement. Mais il aime se battre. Fait que je leur pose la question. Je leur dis des fois, puis je leur mets pas de pression. Je leur demande. Ma fille, des fois, elle me dit j'aimerais peut-être ça, papa, faire de la lutte. Puis, elle regarde beaucoup Azael, qui est ma partner maintenant. Puis, elle s'identifie un peu à ça. Elle dit crime, si elle est capable, moi aussi, je pourrais. Puis, c'est sûr que, évidemment, en tant que lutteur moi-même, si j'avais un jour la chance de ne serait-ce que faire un match avec un de mes enfants, ben, ce serait le fun. Mais je ne pousserai pas, puis c'est pas moi qui va décider à leur place. Ça va être eux autres qui vont prendre la décision. C'est bien ça parce que tu vois, en général, des fois, tu vois, tu as l'impression que tu as des parents, tu vois, qui sont un peu en manque de notoriété. Donc, du coup, en fait, en gros, ils forcent leurs enfants à faire ce qu'eux, ils n'ont pas réussi à faire, tu vois, à laisser, tu vois, à les pousser le plus loin possible parce qu'en gros, en fait, le moment de gloire qu'ils n'ont pas eu euh, eux-mêmes, en fait, ils essayent de l'avoir à travers leurs enfants. Je ne sais pas si tu comprends. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Est-ce que par exemple, tu les emmènes des fois à un gala de catch ou pas du tout, genre je sais pas moi, venir te voir ou quoi que ce soit? Ben, mettons le gala Saint-Michel, j'avais mes enfants cette fin de semaine-là, donc évidemment, j'étais très content qu'ils le vivent avec moi. Ok. Puis entre autres, cette fin de semaine-là, c'était l'anniversaire de ma fille. À la fin du show, je les ai fait monter sur le ring avec moi. J'ai levé les bras comme s'ils avaient gagné le match. Ils ont eu les applaudissements. Puis j'ai fait chanter la foule Bonne fête. 400 personnes qui chantent Bonne fête, là, tu t'en souviens toute ta vie. Fait que j'essaie de vivre ce que je suis capable de vivre avec eux, qu'ils puissent voir c'est quoi cette passion-là, qu'ils puissent aussi voir qu'eux autres aussi, c'est possible de vivre leur passion, puis de vivre leurs rêves, puis que parfois les rêves se réalisent quand on travaille. Puis je veux qu'ils me voient dans mon élément où je me sens le mieux aussi, parce que je trouve que pour eux autres, c'est le fun, probablement, de voir leur père qui est heureux, qui évolue, qui sourit, qui est vraiment dedans. Donc, j'essaie, puis des fois aussi, veux pas, avec la garde partagée, le budget gardienne, à un moment donné, il vient épuiser. Donc, des fois, par la force des choses aussi, je les amène avec moi, ils sont backstage, puis ils font leurs affaires. C'est sûr que c'est un peu plus difficile pour moi parce que je peux moins me concentrer là, juste sur la lutte. Mais oui, j'essaie de les embarquer là-dedans le plus possible, sans leur pousser dans la gorge. Quand ils me le demandent, on regarde un de mes matchs, sinon, pas plus que ça. Est-ce que c'est compliqué, tu dirais, d'être papa solo, mais papa solo en étant lutteur? Parce qu'en général, c'est vrai que c'est plus les mamans, tu vois, je veux dire, qui sont souvent avec leurs enfants et qui, justement, tu vois, enfin, ont la garde de leurs enfants et ils sont également aussi lutteuses. Est-ce que c'est compliqué parfois? Est-ce que des fois, tu as un petit peu de mal, tu vois, à t'en sortir, disons, quand tu parles de ça, tu vois, c'est le fait t'expliquais tout à l'heure que tu vois, quand tu as reçu un messenger, tu as dû te débrouiller comme tu as pu pour les faire garder. Est-ce que tu dirais que c'est aussi compliqué, ça, ça fait partie du métier de lutteur, mais est-ce que c'est aussi compliqué d'être papa dans le monde de la lutte? C'est un défi énorme. C'est une gymnastique
comme je te dis, au niveau des gardiennes, au niveau de la gestion de tout ça, comment planifier. Oui, c'est un gros, gros défi. Puis je te dirais, le plus gros défi dans tout ça, c'est de faire la part des choses entre la lutte, c'est une des choses qui me rend le plus heureux personnellement pour moi. Puis mes enfants, c'est ce que j'ai de plus important. Ouais. Et là, des fois, tu as des fins de semaine où tu as tes enfants, puis tu dois les faire garder, mais là, tu es juste 50% du temps. La vie va extrêmement vite. Je regarde ma fille, elle est rendue grande déjà, ça va extrêmement vite, je te le dis. Puis là, tu dis, non seulement je les ai juste 50% du temps, mais là, aujourd'hui, je les fais garder. Donc, je ne profite même pas de cette soirée-là avec eux autres. Donc, il y a une partie difficile où tu dois fighter dans ta tête la culpabilité de, entre guillemets, les abandonner. Sauf que, écoute, moi, j'ai la chance, comme je te dis, d'être bien entouré, d'avoir des professionnels autour de moi. Puis, je suis quelqu'un qui écoute, qui prend les conseils, qui est très ouvert, puis qui discute beaucoup. Puis, à un certain moment donné, mon psy m'a dit, je comprends ce que tu dis, je comprends que tu te sentes coupable, mais tes enfants, dans la réalité, là, ils n'ont pas besoin d'un père qui est tout le temps là. Même que des fois, pour eux autres, c'est le fun d'avoir une gardienne, d'être ailleurs, de faire d'autres choses. Ils ont besoin d'un père heureux et que quand il est là, il est 100% là. Ouais. Fait qu'à partir du moment où j'ai compris ça, ben, ça m'a aidé énormément à dealer avec ça. Ah non, mais et en tout cas, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Je voulais savoir quel métier tu fais, toi, en dehors de la lutte, et est-ce que c'est accepté, est-ce qu'ils sont au courant déjà dans ton métier que tu fais de la lutte? Est-ce que c'est plutôt bien accepté ou des fois c'est un peu compliqué parce que si tu n'es pas là le lundi matin parce que tu t'es blessé malheureusement la veille, est-ce que c'est un peu compliqué? Comment ça se passe un peu dans ton emploi? J'ai jamais manqué de travail à cause de la lutte, par ailleurs. Je touche du Ok. bois encore. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis avocat. Ah, ok. Ouais. Euh, c'est sûr que je suis probablement le seul avocat au Québec qui fait de la lutte. Euh, il y a eu des articles d'ailleurs là-dessus, là, où est-ce que c'est souvent les gens, ce qui va nourrir l'imaginaire, c'est justement cette dualité-là entre l'avocat et le lutteur. Fait que, il y a eu effectivement là, un intérêt là-dessus, il y en a encore, mais mes boss sont au courant. Je leur parle de mes affaires. Ils voient. Moi, vu que j'ai eu une certaine période où j'étais en arrêt de travail parce que ça allait pas bien, tout ça, puis après ça, je suis revenu. Quand je suis revenu, j'étais lutteur. Tu comprends? J'étais en formation de devenir lutteur. Fait qu'ils ont compris rapidement qu'ils ne sortiraient pas ça de moi. Que c'était ancré là, puis que ça faisait partie de mon équilibre, que ça faisait partie de la personne que je suis. Puis je pense qu'au contraire, la lutte m'a aidé énormément à comprendre beaucoup de choses, puis à les mettre en application dans ma vie professionnelle. Donc, non, je te dirais qu'à date, écoute, j'ai jamais eu de commentaires négatifs. Les gens sont relativement curieux, puis ça m'apparaît assez accepté. C'est la première fois que j'ai un avocat. Est-ce que tu m'autorises de te poser une question justement sur ton métier? J'avais Je une que- t'autorise pas à m'appeler maître, ça c'est clair, parce que la fin de Non, semaine, non, c'est non. non, 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 ça ne sera pas maître. Non, non, en fait, moi, ma question, Vas-y. elle est toute simple et c'est un peu aussi ce que beaucoup de monde un peu doivent se penser. Est-ce que des fois, c'est un peu compliqué de défendre des gens qui ont commis des crimes? Par exemple, tu vois, je sais que bah, des fois, par exemple, ici en France, on a eu malheureusement des attentats. Il y en a Mhm. qui ont, tu vois, qui sont emprisonnés et du coup, bah, comme tout être humain, ils sont également aussi défendus par des avocats. Est-ce que c'est compliqué justement de défendre des gens qui sont indéfendables? Ben, à la base, tu as raison, c'est un droit fondamental d'avoir une défense pleine et entière, donc dans tout système de droit. Donc, on ne peut pas refuser que même un criminel ou un présumé criminel ait une défense. Euh, la chance que j'ai, puis c'est le choix que j'ai fait, je ne travaille pas en droit criminel. Ok. Alors, mais la réponse à ta question, elle est simple. Pour moi, ça n'aurait pas été possible dans ma tête, dans mes valeurs, de défendre quelqu'un qui a pratiquement la conviction en tant qu'avocat qui a commis le crime, mais à cause d'une technicalité, il a le droit à une défense, puis il faut que tu le défendes. Puis s'il y a eu une technicalité qui a été bâclée, il doit être acquitté. Donc, puis je ne juge pas, évidemment, les avocats
avocats criminalistes qui font ce travail-là. Ils font un job incroyable. Je les admire d'être capables de faire ça. J'ai des amis, d'ailleurs, dans le domaine, puis on se parle à l'occasion sans rentrer dans le détail des dossiers, mais j'ai déjà posé cette question-là, comment tu fais? Puis c'est des gens qui réussissent vraiment à séparer les deux. Puis j'admire ça, je trouve ça formidable, mais effectivement, pour moi, tout comme faire du droit familial, ça ne m'intéresserait pas du tout parce que c'est beaucoup trop émotif. Donc, moi, je suis en litige, là, vraiment, litige civil, des gens qui se poursuivent pour des montants d'argent et tout. Donc, c'est beaucoup plus dépersonnalisé quand même. Donc, c'est le choix que j'ai fait parce que non, moi, je n'aurais pas été capable de faire ça. Ok. Et dernière question, et après on revient au niveau de la lutte. Est-ce que vous vous détestez vraiment en tant qu'avocat ou alors vous êtes tous amis? Quand je parle, vous vous détestez, c'est-à-dire qu'en gros, le but, c'est de défendre votre client. Donc, du coup, il faut que toi, tu défends ton client face à un autre enfin, face à la partie adverse. Est-ce qu'entre avocats, en général, vous vous détestez ou vous vous appréciez? Ou c'est un peu comme tout le monde, parfois, il y en a avec qui vous vous attendez plus ou moins? Ben, moi, quand les gens sont surpris que je fasse de la lutte, c'est moi que ça surprend parce Ok. que le droit et la lutte, ça se ressemble pas mal. En ce sens où tu sais, faire du droit, plaider un dossier, négocier un dossier, c'est un show. Tu as beau avoir les meilleurs arguments au monde, si tu te présentes devant un juge et tu es flat de même, tu parles comme ça va être plus tough pour le juge d'embarquer avec toi. Alors que si c'est vivant, si tu mets de l'énergie, si tu fais des styles de phrases, à un moment donné, des mimiques, ça vient capter l'œil. Fait que, il y a ce côté-là déjà. L'autre côté, pour répondre à ta question, c'est un peu comme la lutte en ce sens où, en dehors des portes, on se déteste pas, on travaille toutes pour des clients, on va se voir dans des 5 à 7, on va se parler à l'extérieur. Quand on se parle au téléphone d'un dossier, on ne se vous voit pas la plupart du temps. Quand ça fait quelqu'un que ça fait 10 ans que tu as des dossiers avec puis que tu le connais bien, tu ne vas pas le vous voyer. Tu l'appelles, tu le tutoies, tu dis hey, ce dossier-là, plus tough un peu, on fait quoi avec ça? Donc, tant qu'on n'est pas derrière les portes puis qu'on ne va pas plaider, moi, je pense que c'est la meilleure des choses aussi. Puis je suis content que le droit ait changé en ce sens-là. Avant, c'était plus la confrontation, puis les avocats entre eux autres, c'était plus, ça hissait pratiquement plus. Aujourd'hui, il y a une obligation dans notre code de déontologie, puis dans le code de procédure, de négocier, puis d'essayer de trouver une entente. Donc, on ne peut pas s'haïr. Sauf que, si à un certain moment donné, on ne réussit pas à s'entendre, puis ça brasse dans des dossiers des fois, ben c'est sûr que moi, je vais défendre bec et ongle mon client. Fait qu'à partir de ce moment-là, oui, ça va brasser un petit peu plus, mais encore là, une fois que c'est fini, ça termine, le juge sort, on sort de la salle, on se serre la main, puis good job, puis on repart. Je veux dire, c'est pour ça que je te dis, ça ressemble quand même à la lutte en ce sens où quand on est dans le ring, ben ça brasse, mais au final, on n'est pas pour autant des ennemis. Toi, ton ring de tous les jours, entre guillemets, c'est un peu les tribunaux, quoi. Ton ring de tous les jours, c'est un peu les tribunaux de défendre un maximum, entre guillemets, le client et tout. Oui, mais en même temps, je te dirais, de plus en plus, on règle beaucoup de dossiers. Il y a peut-être un 5% de dossiers qu'on va plaider. Fait que Okay. c'est un peu plus comme si je faisais moins de matchs puis plus de promos. Mettons, fait qu'on négocie plus que d'autres choses. Ok, ça marche. Allez, on revient au niveau de la lutte. On arrive aux questions compliquées. Est-ce que tu es Vas-y. prêt? Allez, c'est parti. Non, je suis pas prêt, puis c'est ma force d'envie. Fait que shoot, puis on va prendre ce qui passe. Allez, du coup, je voulais savoir quel était l'un de tes meilleurs conseils qu'on t'a donné aujourd'hui et puis tu vois qui fonctionne. Le conseil, parce que je suis sûr on a dû t'en donner des milliers de conseils pour pouvoir évoluer, mais c'est quoi le meilleur conseil qu'on a pu te donner, que tu as pu l'appliquer, que tu t'es dit, ah oui, finalement, ça fonctionne vraiment? Hey, il y a tellement de conseils, là. Je vais être obligé de te faire un top 3 encore. Je m'excuse, je peux C'est pas pas en grave. prendre Vas-y, juste vas-y, un. vas-y. Euh, Je pense que le meilleur conseil, le conseil numéro un ou la règle numéro un, ça a été la personne qui est en avant de toi, ta priorité numéro un, c'est de t'assurer qu'elle est safe et qu'elle look good. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je t'en ai parlé tout à l'heure, ta priorité, la raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui, c'est les culs qui sont assis dans un siège. Donc, tu te soucies d'eux autres avant toute chose. Numéro 2. Puis, numéro 3,
J'hésite entre deux. Mais je vais y aller avec un conseil qui m'a été donné, c'est, ou une phrase, mettons, là, dans le monde de la lutte, là, si tu penses que tu es arrivé, tu es encore extrêmement loin. Puis, manque pas le train parce que ça se peut qu'il repasse pas. Donc, dans le sens où les grosses têtes, puis les gens qui, après 6 mois, 1 an, pensent qu'ils sont les meilleurs lutteurs au Québec, là, c'est quand même tough, là, le monde de la lutte. Puis des bons lutteurs, puis des excellents lutteurs, il y en a. Fait que arrête jamais de travailler parce que le jour où tu arrêtes de travailler, tu te fais dépasser. Qu'est-ce que tu dirais que la lutte t'a apporté jusqu'à maintenant? Presque que du beau. Évidemment, c'est quand même, je dis souvent que la lutte, c'est quand même des montagnes russes en ce sens où il y a des up and down. Là. Des fois, tu es brûlé parce que le mois passé, là, j'ai dû faire, je sais pas, 7 matchs, 8 matchs peut-être dans le mois. Là, là tu finis ton mois et tu te dis, écoute, à 38 ans, là, OK, je suis un peu fatigué. Mais là, en même temps, je suis un mois sans lutter. Puis des fois, tu viens un peu anxieux parce que y a-tu encore de l'intérêt? J'ai-tu encore, je vais-tu être booké? Fait que, c'est peut-être ça le côté un peu négatif. À peu près le seul que je vois. Sinon, écoute, au niveau physique, ça m'a obligé à me mettre en forme terriblement. Je me bats contre des gars qui sont dans la fleur de l'âge, des filles aussi qui sont dans la fleur de l'âge. C'est sûr que je n'ai pas eu le choix de me prendre en main et de travailler extrêmement fort, ce qui a un impact positif sur toute ma vie. Le feeling de performer, de vivre mon rêve, évidemment, ça m'apporte une satisfaction incroyable. Les gens que j'ai rencontrés aussi, que ce soit des coachs, que ce soit des lutteurs dans peu importe la fédération, des gens avec qui j'étais à l'académie, plein de belles rencontres, plein de monde qui, pour la plupart, un peu comme moi, ont vécu des affaires, puis qu'à un moment donné, pouf, on se ramasse tous à la même place, mais on est toutes des personnes différentes. Ce sont toutes des choses positives. Est-ce que honnêtement, toi, ça t'a embêté ou pas du tout à un moment donné de pouvoir lutter avec, tu vois, avec des lutteuses? Parce que je sais que, tu vois, en général, à l'époque, c'était un petit peu ça, malheureusement. Tu vois, on en a beaucoup parlé, que ce soit avec Azael, Vlada, bref, pas mal de lutteuses que j'ai pu avoir ici. Et on disait qu'à l'époque, malheureusement, tu vois, enfin, le match féminin, c'était un peu la post-pipi. Hein, alors qu'aujourd'hui, c'est Ouais. plus ça. Et tant mieux d'ailleurs, hein, tant mieux qu'il y a eu une putain de grosse évolution par rapport à ça. Nous, ici, on n'a pas l'opportunité d'avoir, si je dis pas de conneries, mais je crois qu'il n'y a jamais eu de show spécial féminin en France. Donc, en plus, avec les NSPW, c'est rare. Hein, vous avez un show qui est Femme Fatale. Et ça, d'ailleurs, c'est cool. Mais Ce ma soir. question. Ouais, bah, tu vois. Au Et moment où on fait l'entrevue, c'est ce soir. voilà. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que toi, ça t'a bloqué quand tu es arrivé là-bas et qu'on te dit, bah voilà, tu peux lutter contre des lutteuses, non pas parce que tu vois, tu avais ce côté-là dégradant, mais plus parce que bah, tu vois, tu savais pas un peu trop, est-ce qu'il faut que j'y vais à fond, est-ce qu'il faut que j'y vais doucement, c'est plus par rapport à ça, en fait, ma question. C'est vraiment une bonne question, surtout dans mon cas à moi. Là. Écoute, moi, je suis arrivé à l'académie, puis c'est une des premières choses que j'ai dit au coach. Il y avait entre autres Vlada dans mes cours, il y avait Ali Ivy aussi qui était là. Puis pour moi, c'était inconcevable de frapper une femme en raison d'expérience de vie que j'ai eue. Puis ça a toujours été inconcevable, ça l'est encore. Fait que c'était extrêmement difficile. C'est la première chose que j'ai dit. Je dis, moi, je suis désolé, mais je ne ferai pas ça. Je ne vais pas lutter contre des femmes. Je ne suis pas capable. C'est pas, comme tu dis, c'est pas parce que je les méprise, c'est parce que mon cerveau ne veut pas frapper une femme. Puis ça reste que même si c'est, en guillemets, du théâtre, si tu veux que le match il look good, il faut que tu frappes pour vrai. Il faut qu'il y ait un certain contact. Puis je suis fort. Je suis vraiment fort. Puis je le sais que je peux faire mal si j'échappe un coup. Puis ça peut arriver. Puis au départ, écoute, on m'a dit, ben c'est comme ça, t'as pas le choix, puis il va falloir que tu t'habitues. Puis je me suis rapproché énormément, entre autres, de Vlada, puis j'ai travaillé avec elle tellement fort pour essayer de casser ça. Puis à toutes les fois, elle me disait, mais frappe-moi, allez, frappe plus fort. J'étais comme, j'étais pas capable. Puis écoute, ça a débloqué la première fois où j'ai lutté au Théâtre Le Diamant avec le consortium contre Pretty Angry à l'époque, donc Azael, qui est maintenant ma partner, et Emily Grimsky.
Je suis arrivé là, premièrement, on s'est fait demander comme le dimanche de lutter le vendredi ou le samedi au Diamant. Fait encore une fois, pas beaucoup de temps de réfléchir, pose pas trop de questions. Là, je vois sur le booking, dans le message, qu'on affronte une équipe de filles. Là, j'ai commencé à stresser parce que là, je me disais, j'ai beaucoup de misère avec ça. J'ai toujours eu de la misère avec ça. Que je peux comprendre. Puis on est arrivé, puis on était opener. Fait que, tu sais, c'était gros quand même. Et là, moi, ma manière de réagir, ça a été, je suis allé voir Azaël, Yannick, puis j'ai dit, écoute, faut que je vous dise ça. Là. Moi, je suis buggé. Je suis buggé, je suis pas capable, ça va être bien tough. Puis ça a été tellement libérateur pour moi d'avoir cette discussion-là avec elle puis Émilie sur comment elle voyait ça, puis comment moi je voyais ça, puis c'était quoi le problème que j'avais. Puis au final, ce match-là m'a aidé à débloquer. J'ai réussi à le faire, puis à comprendre comment les femmes, elles, voyaient ça. Puis ça a bien fait parce qu'après ça, j'ai eu énormément de matchs intergenres. Pendant un certain temps, j'affrontais presque juste des femmes. Donc, ça avait vraiment, vraiment bien fait. Puis aujourd'hui, je suis dans un tag team intergenre. Fait que c'est devenu pour moi d'une difficulté à quelque chose que je me dis, c'est quelque chose que je me démarque puis qui est une cause pour laquelle je suis content d'embarquer puis de contribuer. Ton blocage, je dirais que c'est aussi à cause de ton métier, le fait que tu sois avocat, un peu de travailler pour la justice aussi, tu vois. Je sais qu'il faut pas mélanger un petit peu les deux, mais tu vois, le fait aussi, tu vois, que, comme tu disais, tu es avocat, tu travailles pour la justice et tout, de ne pas avoir, entre guillemets, une sale réputation par rapport à ça. Imagine, tu vois, un coup mal placé, tu sais un peu comment c'est aujourd'hui les réseaux sociaux, à regarder, il est beau, votre avocat, il frappe des femmes et tout. Non, mais parce que, tu vois, Oui. ce genre de truc-là, ça peut arriver. Et je sais pas si ça t'est arrivé, mais tu vois, c'est admettons, tu fais un truc. Parce que moi, j'ai déjà entendu un truc comme ça, je te jure que c'est vrai, et je suis sûr que ça a déjà existé. Imagine, tu vois, tu défends un couple pour, tu vois, admettons un truc, tu vois, pour une garde d'enfants, par exemple. Imagine, tu vois, donc la mère ou le père qu'on appelle ça, tu vois, de la partie adverse, c'est que tu fais de la lutte, vient te voir, filme et disent bah regardez madame, enfin tu vois l'avocat il est beau votre avocat, il frappe une femme et tout pendant la lutte, tu vois, il y en a qui sont capables de tout faire hein, tu vois pour essayer de faire pour essayer de décrédibiliser un maximum la partie adverse, mais des fois enfin je veux bien comprendre, mais moi celle qui m'a impressionné c'est Vlada. Parce que je te jure que c'est vrai, sur mon interview, et en plus, je pense que tu vas d'accord avec moi, elle est toute timide, mais Mhm. quand elle m'a montré des vidéos, oh, ah, c'est incroyable. C'est plus la Elle, même, elle, quoi. elle est incroyable. Puis, tu sais, je peux le dire, si un jour tu as la chance de lui reparler, tu lui poseras la question, mais tu sais, on a travaillé énormément. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec elle, ce côté-là. Il y avait à un certain moment donné dans sa carrière un genre de blocage. Elle était pris à un plateau où il y avait des choses on dirait qu'elle n'était pas capable d'entrer à 100% dans le personnage, puis de bien tout mettre ça ensemble parce qu'il faut comprendre une chose de son background. Elle t'en a probablement parlé, je ne l'ai pas entendu en entrevue, mais tu sais, Vlada, elle ne connaît pas la lutte. Elle, là, elle n'a pas de référent. Moi, je lui parlais où on avait des cours ensemble, puis là, le coach, il disait ah ouais, c'est comme le match entre Chris Benoit et Chris Jericho. Bon, j'ai dit Chris Benoit. Bon, just too bad. Non, c'est pas grave, tu peux le dire. Non, mais alors, non, mais ici, il faut savoir aussi faire la différence entre ce que beaucoup de monde ont du mal à faire entre le lutteur et le Voilà, catcheur. Donc, il voilà. y a pas de souci, t'inquiète pas, c'est pas un mot interdit ici. Je te le dis tout de suite. Exactement. Donc, mettons un autre exemple où Iron Man match, Shawn Michaels, Bret Hart, et je voyais les points d'interrogation dans ses yeux. Puis à un moment donné, j'ai saisi ça. Puis tu sais, quand je suis devenu quand même relativement ami, proche avec elle, souvent, elle me faisait un petit regard, puis je dis ah oui, je vais te l'envoyer. Fait que là, je lui envoyais le match pour lui donner la référence. Fait que, effectivement, tu sais, ça a été. Moi, je l'ai vu l'évolution de proche, je l'ai vécu de proche avec elle. Puis je peux te dire une chose, j'ai aussi vu le jour où ça a débloqué. Puis à partir de ce moment-là, j'étais tellement fier. Puis je me suis dit, waouh, là, Vlada s'en va pour le ciel, for the sky, puis il n'y en aura pas de limite. Puis encore aujourd'hui, je la vois à progresser, puis je la vois avancer. Puis c'est une lutteuse que je trouve incroyable. Puis en plus, elle a un personnage qui vient un peu rejoindre le mien. Fait que je trouve ça intéressant de voir un peu comment elle évolue, comment moi, le mien évolue de mon côté. Là. Fait que c'est effectivement une performer que j'apprécie et que j'admire à chaque match. Qu'est-ce qui est compliqué en étant lutteur, à ton avis, pour toi?
avec ton expérience vécue ou peut-être pour des choses que tu as entendues. Je préfère plus pour ton vécu que ce que tu as entendu, mais pour toi, qu'est-ce qui est compliqué en étant lutteur? Je vais C'est quoi? dire, écoute, je vais répondre à ta question avec quelque chose que je me suis fait dire par Bob Evans dans un séminaire. J'avais un match de fête à ce moment-là. Puis ça m'a marqué. Puis je pense que c'est effectivement, c'était bien wordé là, au niveau de peut-être la difficulté principale. Euh, il nous faisait faire un exercice. Je suis arrivé dans le ring, je faisais un match simulé contre Léo Harvey. Et puis, mais comme je t'ai dit, j'avais un match de fête à date, puis c'était mon match en pré-show à NSPW. On fait notre séquence, puis moi, j'avais l'impression que ça avait bien été. Mais pour un gars qui a fait juste un match, tu comprends? Moi, dans ma tête, j'avais juste un match, fait que j'avais bien fait ça. Mais tu sais, lui, Bob, ça fait des années, là, des dizaines d'années qu'il lutte, puis qu'il voit de la lutte, puis qu'il fait des séminaires. Fait que pour lui, c'était très ordinaire ce que je venais de donner. Puis à un moment donné, Léo me pognait pour me faire un body slam, puis sans faire exprès, je ne me suis pas propulsé. J'ai fait une poche de patate. Il a fallu qu'il me lève. Je suis pesant. C'était des petites choses. Tu sais. Et là, il commence. Après notre séquence, il dit à Léo, il dit ah, telle affaire, c'était bon, tout ça. Et là, moi, il commence à me dire juste du négatif. Et là, je suis là dans le ring, puis tu sais, quand même, là, c'est tough pour l'ego. À un moment donné, là, tu te fais dire du négatif, négatif, négatif. Là, à un moment donné, tu te dis, bon, il va me dire du positif. Tu sais. Puis il finit, puis il me dit rien de positif. Et là, j'ai un peu pété un plomb. Là. Je l'ai regardé, puis là, mon ego a pris le dessus. Là. Puis là, j'ai dit, OK, fait que dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que je devrais arrêter de lutter, puis que je suis un lutteur de marde. Finalement, c'est ça. Et là, il m'a regardé, puis j'ai répondu quand même raide. Il m'a regardé en voulant dire, c'est qui ce gars-là? Puis là, il me dit, t'as combien de matchs de fait, toi, à date? J'ai dit, un. Là, il a fait, oh, OK. Ben là, pour un gars qui a un match, puis là, il a fini par me donner un peu de positif. Ça reste comme ça. Là, moi, je fais le séminaire. Maintenant, j'ai quand même ramassé Bob Evans. Fait que là, je me sens un peu mal, puis tout ça. À la fin, quand on est allé, évidemment, là, au final, tout a terminé. Je suis allé serrer la main, évidemment. Il y avait Kevin Kelly qui était là aussi. Je suis allé serrer la main à Kevin Kelly, puis j'ai fini par Bob. Puis j'ai dit, écoute, je suis désolé. J'ai dit tantôt, là, je pense que j'étais dans le mood. Puis pour moi, la lutte, c'est tellement important, puis de m'améliorer, puis tout ça, puis de me faire un peu démolir comme ça m'a vraiment fait mal. Et il m'a dit, tu viens de vivre aujourd'hui la plus grande difficulté du monde de la lutte. Puis il dit, je pense qu'avec ce que tu viens de faire là, tu me démontres que tu es capable d'être un lutteur. Parce qu'il dit, la grosse difficulté, c'est que pour être un lutteur et pour réussir, tu dois avoir un ego. Parce que tu ne peux pas te faire piler dessus non-stop. Il faut que tu sois assez confiant pour te dire, j'ai ma place et je ne suis pas un imposteur, puis je vais faire ma place. Sauf qu'il dit là, le problème, c'est que souvent, l'ego prend le dessus et là, tu passes l'autre bord. Fait qu'il dit aujourd'hui, en venant t'excuser, en ayant les couilles de venir me dire hey, je suis désolé, je l'ai échappé, il dit tu me démontres aussi que oui, tu as un certain ego pour réussir, mais il est contrôlé, puis il dit il faut que tu continues à le contrôler parce que c'est ça le plus tough. Surtout qu'il y en a beaucoup, moi, qui m'ont dit que le problème qu'ils ont parfois, c'est qu'ils ont le syndrome de l'imposteur. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de l'avoir ou pas du tout? Souvent. Tu sais, je veux dire, moi, là, j'ai 38 ans, je lutte aux quatre coins du Québec, mais ça fait juste un an et demi. Je veux dire, j'ai une place dans le roster de Gen Next qui est super belle avec la consortium. On a une super belle année cette année. Les histoires, tout ça, c'est vraiment hot. Maintenant, j'ai une équipe sur le roster, main roster de la NSPW avec Red Kingdom. Déjà ça, évidemment, après juste un an et demi, 2 ans, quand des fois, même de l'académie, il y a des gens que ça fait 5 ans, des fois, qui sont là, puis qui rushent, puis c'est sûr que des fois, tu as un certain syndrome de l'imposteur. Puis tu sais, même, moi, j'ai la même âge que des gars puis des filles que ça fait 15 ans qu'ils luttent. Ouais. Puis qui ont travaillé, puis qui ont été là pendant la période où la lutte était vraiment pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était tough. Ils luttaient devant 25, 30 personnes. À cette heure, moi, je lutte devant 600 des fois. Tu sais, écoute, fait c'est sûr que des fois, je lis le syndrome de l'imposteur de me dire, crime, moi, après un an et demi, qui est au même âge que cette personne-là, j'ai pas exactement les mêmes chances, mais pas loin. C'était un moment donné, j'ai affronté Marco Estrada one-on-one dans un festival. Je veux dire,
ça reste quand même que Marco au Québec, là, il est gros, là, il est connu par tout le monde. Il y a plein de matchs dans lesquels j'ai eu des sentiments d'imposteur, mais plus j'avance, plus je combats ça parce que à un certain moment donné, tu n'as pas le choix de te dire, écoute, je suis là, puis si on me donne ces chances-là, puis si la foule réagit comme ça, c'est certainement parce que j'ai ma place. Donc, mais c'est toujours à travailler parce que oui, ça revient des fois. C'est tellement des questions spontanées que je pense que je sais même plus, tu vois, c'est de ma faute parce que tu vois, des fois je te pose des questions spontanées, je sais plus si je te l'ai déjà posé, donc du coup, si jamais je te l'ai déjà posé, c'est pas grave, je te poserai une autre question, mais est-ce que je t'ai déjà demandé ce que le catch aujourd'hui t'a apporté ou pas du tout? Oui, tu me Je l'as sais même demandé. plus. Ok, bah excuse-moi, alors Ça va? mais on n'en a pas parlé, ça c'est sûr et certain, tout à l'heure, parce que ça m'est revenu là en tête. Je voulais savoir un petit peu, au niveau du kayfabe, toi, qu'est-ce que tu penses? Parce que tu vois, en général, après un show, quand on est à la table de merchandising, et je suis content de dire type de merchandising parce que j'ai tellement l'habitude de dire table des commentateurs américains qu'à chaque fois je me trompe avec ça, mais est-ce que toi, tu restes dans ton personnage ou est-ce que tu es hors personnage? Est-ce que tu as un avis par rapport à ça? Parce que je sais que vous êtes tous un petit peu différents par rapport à ça. Vous avez tous des avis complètement différents. C'est quoi, toi, ton avis sur justement sur le kayfabe? Écoute, moi, je crois que les spectateurs, maintenant, les amateurs de lutte, sont intelligents, puis ils savent que la lutte, il y a un script, puis qu'on n'est pas réellement des ennemis, même si on vient de se taper sa gueule pendant 15 minutes. Donc, je veux pas que ce soit perçu comme si je pensais que les gens ne comprenaient pas et qu'ils étaient niaiseux. C'est pas ça. C'est pour ça que je l'ai dit au départ. Par contre, pour moi, si je viens de faire un match, par exemple, au dernier show de la NSPW, Red Kingdom, on affronte la Sainte Trinité, PL, Léo Harvey, puis c'est arrivé. On s'est ramassé à la table de merch en même temps. Mais je ne vais pas me mettre à côté d'eux autres. C'est pas vrai qu'après le match, on vient de se taper sa gueule pendant 15 minutes. Juste après, c'est pas vrai que je vais me placer à côté de PL puis je vais joker avec lui. Pour moi, c'est non. Donc, on est chacun à notre bout, puis ça va m'arriver même des fois avec, mettons, je suis à Generation Next, puis je croise, je m'en vais. Leur fais des fucks de loin, Ouais. tu vois, tu leur fais ça. Non, mais tu sais, je veux dire, ça va m'arriver même des fois. Moi, je vais sortir du backstage, mon match est fait, par exemple, puis bon, je m'en vais à la table de merch, je m'en vais parler avec des gens dans la salle, puis je suis en heel, puis je croise un face. Mettons, je croise Sean Martel, qui est mon ami dans la vie. Je vais arriver à côté de lui, il est en train de parler à quelqu'un, là. Je donne un coup d'épaule. Je passe à côté, boum! Je donne un coup d'épaule, je le fixe, je passe. Pendant le show, j'en Oui, garde un petit peu, je trouve ça le fun. Mais bien sûr. après le show, une fois que les lumières sont ouvertes, puis on est tous changés, puis on est en nous-mêmes, ben là, oui, je vais aller leur parler, puis ça me dérange pas. Non, mais et puis après, tu vois, faut aussi garder de la crédibilité aussi, parce que, ok, certes, nous, on le sait, mais tu vois, c'est un peu comme, je sais pas si tu remarques et tout, désolé, je vais envoyer un pic à la AEW, mais tu vois, moi, c'est un peu un truc qui me saoule, et je pense que vous aussi, les lutteurs, c'est chiant. C'est-à-dire que des fois, vous faites des matchs pendant genre une dizaine, une vingtaine de minutes, tu te prends un maximum de bump ou quoi que ce soit, et puis après, bah, tu vois, enfin, certes, tu gagnes. Puis il y en a des fois, ils se relèvent comme si, comme étant, rien ne s'était passé. Tu vois, ça aussi, c'est le truc, moi, qui me désespère le plus. Des fois, je me dis, mais vous êtes con, quoi. Ça fait au moins 20 minutes que vous êtes là en train de vous foutre ce sur la gueule. C'est minimum si vous entretuez pas. Puis après, bah, ça y est, t'as gagné. Tu te relèves comme si que de rien ne s'était passé. Non, reste longtemps à terre. Mets du temps à te relever. Enfin, je sais pas, mais et en plus, tu vois, enfin, encore que ça arrive chez certains, ok, mais là, quand même, tu vois, enfin, je veux dire, ça, c'est des professionnels. Puis c'est pas comme si que ça arrivait une seule fois. Ça arrive franchement régulièrement. Et je comprends aussi pourquoi certaines personnes se font virer. On arrive bientôt à la fin de l'interview. J'ai encore quelques questions. Je voulais savoir, on t'en parlait un petit peu tout à l'heure, donc j'ai un petit peu la réponse, mais est-ce que des fois, ça t'est déjà arrivé d'avoir un moment de burn-out par rapport à la lutte? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es arrivé à un endroit où tu t'es dit, tu vois, tu remettais un peu tout en question. Est-ce que honnêtement la lutte est fait pour moi? Par exemple, je sais pas moi, enfin, t'as passé une mauvaise journée dans ton taf. Est-ce que je suis fait pour faire ce travail-là? Bref, tu vois, mais vraiment le truc où tu te reconnais pas, c'est vraiment le burn-out total. Tu veux parler à personne. Moi, je te dirais, c'est peut-être une
qualité ou un défaut, je ne le sais pas. Je pense que ça dépend des jours. Je fais beaucoup de remises en question dans ma vie en général. J'espère ne pas avoir de crise de la quarantaine un peu à cause de ça, parce que mes remises en question, je les fais tout le temps. C'est la même chose au niveau de la lutte. Donc, oui, j'ai des périodes où je suis plus fatigué, c'est certain. Là, après le mois de novembre que j'ai eu, je me sentais un petit peu plus fatigué. Mon corps le sent aussi. De burn-out total, non. Mais de remise en question, moi, puis là, je le sais, là, que des fois, je me fais dire par des gens que je ne devrais pas faire ça, mais je le fais quand même, à l'âge que j'ai et tout. À chaque match, je me remets en question. À chaque match, après chaque match, je me pose la question à savoir, ça a-tu bien été? Est-ce que je suis encore à la bonne place? Je suis encore performant? Est-ce que je continue encore? Combien de temps je continue? Fait que j'ai toujours ces questions-là. Maintenant, il est arrivé un épisode dans ma carrière, jeune carrière, où, sans dire que j'étais brûlé, j'étais rendu que j'avais plus de fun à lutter parce que ça me stressait. J'étais à un point où je ne savais pas trop encore ma place dans la compagnie. Le personnage n'était pas encore tout à fait établi. Puis là, je me disais, il faut absolument que je donne une performance incroyable à chaque match parce que sinon, je ne serai plus booké. Donc, j'étais devenu stressé. Puis je partais pour faire les spots shows, puis ça me tentait comme pas. Puis il est arrivé un match avec, c'est drôle parce qu'au final, je pense que tous les deux, on était un peu à ce genre de place-là dans notre carrière. J'ai fait un match contre Golden Greg dans un spot show. Puis ça a été mon seul match contre lui. Greg, c'était un chum depuis tout le temps. Puis on avait zéro chimie dans les cours ensemble. Moi puis Greg, là, ça me terrorisait, ce match-là. Même si on était des bons chums, même si on n'est pas des styles de lutte compliqués, on n'avait pas de chimie. Fait que là, j'étais arrivé là, puis j'étais stressé. Puis on s'est mis à se parler. Puis là, je me rendais compte que lui aussi, c'était plus tough. Puis dans le fond, on a monté un gros match, bien cartoon, où est-ce que les deux, on est des acteurs pas mal. Fait qu'on a beaucoup joué avec la foule. Puis on a rendu ça tellement simple qu'on est sorti du match, puis les deux, on s'est dit, hey, sais-tu quoi? Je viens de recommencer à avoir du fun à faire de la lutte. Puis les deux, on était un peu à ce stade-là. Fait que oui, il y a eu une période où c'était plus tough, puis je peux le dire, je le mets le pinpoint sur ce match-là. Puis à partir de ce moment-là, j'ai tellement recommencé à avoir du plaisir, puis ça n'a jamais diminué. Ok. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont déçu dans la lutte? Je sais pas, peut-être qu'on t'a promis des choses et puis en fait, au final, bah, tu rends. On n'est pas là, encore une fois, comme je dis, enfin, tu vois, pour donner des noms. Moi, je veux pas qu'on donne des noms, mais je voulais savoir si, admettons, on t'a déjà promis pas mal de choses et puis qu'en fait, au final, c'est jamais arrivé ou autre. J'ai été déçu par le gars qui devait être mon partenaire dès le départ. Ok. Ça a été probablement ma plus grande déception dans le monde. Une nouvelle de lui? Oui, j'ai eu des contacts avec lui, mais on n'a jamais reparlé de ça. Puis, tu sais, je trouve que ça donne rien de rembarquer là-dedans. C'est du passé, puis c'est fait, puis je l'ai fait. Puis peut-être qu'au final, c'est ce que j'avais besoin aussi, de le faire tout seul. Puis ça m'a peut-être donné le coup de pied dans le cul. Sinon, je peux pas dire que je me suis fait promettre des choses. Habituellement, quand on me promet des choses ou quand on me dit il va se passer telle chose avec le booking, quoi que ce soit, ça arrive. Je pense que j'ai été déçu des fois de l'attitude de certaines personnes versus certaines situations un peu plus interpersonnelles dans le vestiaire, par exemple, mais rien de... Tu sais, je ne peux pas dire que j'ai quelque chose qui me saute vraiment là, à l'esprit de dire « Ah oui, cette personne-là m'a vraiment déçu ». À date, je peux dire que je pense que je suis chanceux, je suis bien entouré, puis j'ai des gens qui sont intègres. Donc non, je pense pas, je pense pas vite comme ça, un exemple. Tu dirais que ça, c'est compliqué de faire un tri des gens qui sont bons pour toi ou qui sont toxiques. Je parle de ça parce que je parle un peu de l'affaire, je ne sais pas si tu en as entendu pas parler, mais de Paul Pogba, qui est un joueur de foot et qui, bah, malheureusement, tu vois, tu vois, il y a eu des soucis d'argent et tout. Je pense que tu en as dû en entendre parler et tout. Et souvent, tu as même aussi des jeunes joueurs, tu vois, qui sont très très mal entourés. Est-ce que des fois c'est compliqué de faire un tri et puis de se rendre compte qu'en fait il y a vraiment des gens qui sont là,
vraiment pour ton bien et qu'il y a des gens qui sont là uniquement pour ta notoriété ou pour ceci. Puis en fait, en gros, tu te rends compte qu'ils en ont rien à faire de toi. Dans ma vie en général, avec ce que j'ai vécu dans les dernières années, j'ai beaucoup cheminé. Puis j'ai appris à m'aimer, puis à me respecter, puis à mettre mes limites. Donc, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans le monde de la lutte, je te dirais, je ne garde pas dans ma vie des gens que je sens qui sont toxiques ou qui Toxique. sont négatifs pour moi. Donc, non, c'est pas vraiment difficile pour moi parce que naturellement, avec la personnalité que j'ai aujourd'hui, je ne vais pas coller avec des gens qui sont pas bons pour moi. Puis je te dirais aussi, je vais dire, tu sais, j'ai beaucoup d'amis dans le roster puis dans le monde de la lutte, là, mais je suis quand même relativement un loner. Tu sais, moi, j'aide beaucoup les gens. Tu sais, quand des gens, avec l'expérience, avec l'âge que j'ai, il y a beaucoup de gens qui viennent me parler de des choses. Des fois, tu sais, on va monter un match, puis le monde sont bloqués, puis ils savent que j'ai une bonne tête de lutte, ben, c'est mon match. Ben, tu sais, ils vont se référer à moi beaucoup. Fait que, tu sais, j'essaie d'aider les gens beaucoup. J'en ai aidé quelques-uns. Tu sais, je te parlais de Vlada tantôt. Il y a bien du monde là, qui sont venus me voir avec des choses, puis ne serait-ce qu'au niveau interpersonnel, au niveau personnage, tout ça, je les ai aidés. Mais moi, tu sais, je n'ai pas eu beaucoup de mentors ou de gens qui avaient comme une genre d'emprise sur moi, puis que j'étais un peu à risque d'avoir quelqu'un qui profitait de moi ou qui, whatever, tu sais, je te dirais, ma wrestling mom, la seule que j'ai à peu près, c'est Azael. Fait que, tu sais, c'est ma partner. Donc, non, j'ai pas eu beaucoup à faire ça, là, honnêtement. Puis je pense que ma personnalité le permettrait. Ok. On arrive à la question la plus compliquée de l'interview. Ok. Alors déjà, je vais déjà te poser la première. Enfin, je vais déjà te poser la question que j'ai déjà le premier nom que tu vas me sortir, c'est sûr et certain. Je ne dirai rien. Enfin, je vais le dire et tu vas me dire si je me trompe. Bref, je vais te donner une baguette magique là maintenant. Ok. Tu as l'opportunité de faire apparaître 3 lutteurs de ton choix. C'est Oui. n'importe qui, ça peut être des lutteurs qui sont toujours en activité ou non, qui sont morts ou vivants. Bref. Que tu souhaites affronter, si tu avais la possibilité d'affronter, je parie que le premier lutteur que tu vas me sortir, c'est Shawn Michaels. Oui, Voilà, définitivement. je m'en doutais. Et est-ce Ouais. que tu en as 2 autres et pourquoi? Que je voudrais affronter. Ouais, si tu avais la possibilité d'affronter, ça peut être n'importe qui, hein. Tu peux faire apparaître qui tu veux. Elle est très compliquée cette question, je sais. C'est compliqué parce qu'il y a une différence entre un lutteur que tu aimerais affronter puis un lutteur que tu admires. Parce que rapidement, si tu me demandes les lutteurs que j'admire, je vais te dire Shawn Michaels, Randy Orton, Bray Wyatt, Edge. Ça tourne pas mal autour de ça. Chris Benoit, je l'aimais énormément. Non, non, mais Euh, je peux comprendre. Moi aussi, j'ai adoré son style sur le ring, quoi. Et encore une fois, c'est parce que nous deux, on arrive à faire la différence entre l'homme et le lutteur. Ce que beaucoup de monde ont du mal à faire aujourd'hui, en fait. ouais. Mais sinon, dans les gens que j'aimerais affronter, je te dirais C'est Chris compliqué. Jericho. Chris Ok. Jericho, mais Chris Jericho des années 2000, là, pas le Chris Jericho d'aujourd'hui. Vraiment, Chris Jericho qui arrive à la WWE Y2J. Là. Ben, c'est un petit peu le même style que Shawn Michaels. C'est des gars quand même athlétiques, c'est des gars qui sont très show-off. Je pense qu'avec mon personnage, avec mon style de lutte qui est beaucoup plus rough, hard-hitting, il vendrait bien mes moves. Puis évidemment, Undertaker. Ouh. Parce que qui ne voudrait pas affronter le plus grand de la business? Je veux dire, j'ai le même code que lui en plus, fait qu'on pourrait rentrer tous les deux avec nos coats, on ferait le combat des trench coats en cuir, mais juste le fait d'affronter Undertaker, pour tant de raisons, juste voir comment ce gars-là agit dans le ring, comment il te parle, comment tu prépares le match avec lui, juste pour ça, je le ferais 100 000 à l'heure. Ok. Je veux qu'on finisse un petit peu en beauté. Alors, juste avant qu'on termine en beauté, je voulais savoir un peu, est-ce que tu as des projets pour le futur ou pas du tout? C'est quoi là un peu tes projets là pour le futur? Écoute, je souhaite continuer dans la même lancée,
où je suis là. Je veux me promener un peu plus au Québec. C'est sûr que là, évidemment, ça ne fait pas extrêmement longtemps que je lutte. Donc, j'ai beaucoup lutté à Québec. Là, on a commencé récemment, là, Red Kingdom, on lutte à Montréal au gars du podcast qui est gang de gars qui sont partis, font des shows dans une microbrasserie avec des lutteurs un peu partout au Québec qui les font triper. J'ai eu beaucoup de fun à faire ça. Les commentaires sont super bons. Fait que c'est sûr que là, de mettre le pied à Montréal, c'est le fun. J'ai d'autres projets aussi là, qui n'ont pas encore été annoncés à l'extérieur. Donc ça, c'est un de mes projets, évidemment, de me promener un petit peu plus. Mais je te dirais, mon projet principal, c'est de consolider ma place à Generation Next avec le consortium. On a une super belle année, comme je t'ai dit tantôt. Beaucoup d'histoires qui tournent autour de nous. On est vraiment bâti comme la Heel Faction numéro 1. C'est le fun. Je veux continuer là-dedans parce que j'ai du fun avec ces gens-là, j'ai du fun à vivre cette expérience-là. C'est un peu c'est mon bébé. C'est là que j'ai commencé, c'est le début. Fait que je vais amener ça, cette gimmick-là, je veux l'amener jusqu'au bout. Puis, moi, j'ai un thinking de où est-ce que ça s'en va, puis comment éventuellement ça va se terminer. Puis j'ai espoir qu'on va m'écouter, puis qu'on va prendre mes idées là-dessus, parce que je pense qu'il reste encore du jus en masse dans le consortium à Generation Next. Puis évidemment, c'est de continuer à gravir les échelons à la NSPW avec le Red Kingdom. Présentement, on est sur une super belle lancée. On est sur une série de victoires, là, de 3 victoires en ligne, ce qui est quelque chose que moi, je n'ai pas beaucoup connu dans ma vie parce qu'étant heel, majoritairement, tu perds. Fait qu'évidemment, c'est de continuer à développer cette chimie-là avec Azael, puis de continuer à gravir des échelons là-dessus, puis à prendre toutes les opportunités qui vont m'être données, puis de les amener au top. Puis évidemment, là, comme je t'ai dit tantôt, on retourne dans mon village natal à Saint-Michel-de-Bellechasse au mois d'avril, le 4, je crois, ou le 3, le vendredi, dans le cadre du financement du Festival Saint-Michel en jazz. Donc, c'est sûr que de revivre ça une deuxième fois, j'ai bien hâte. Ok. Avant-dernière question, et après, je te laisse conclure. Donc, du coup, l'avant-dernière question, c'était, je voulais savoir jusqu'à quel âge tu te vois encore dans la lutte, à peu près. Est-ce que tu t'es fixé un âge spécifique ou pas du tout? Quand j'ai commencé dans la situation où j'étais, le plan, c'était de faire un match. Ok. J'ai clairement pas réussi à faire juste un match. La piqûre est arrivée, puis je me suis dit que bon, j'allais continuer. Donc, j'ai fait mon match de graduation. Après ça, je m'étais dit, bon, je vais lutter peut-être un an, puis après ça, j'arrête. Mais tout ça a changé. Écoute, ça va bien, je suis en forme, je me maintiens en forme, puis tant que le corps va suivre, puis que je ne sentirai pas, je te parlais de Chris Jericho tantôt, je pense que Chris Jericho, il est dépassé là, le moment où il ne devrait plus lutter. Ça, moi, je ne veux pas que ça m'arrive. Donc, c'est pour ça que je te dis, je me remets toujours en question à savoir est-ce que les performances que je donne sont à la hauteur de ce qu'un lutteur professionnel doit donner dans ce calibre-là. Tant que je vais réussir, je vais le faire. Moi, je te dirais, évidemment, je me suis quand même mis un certain threshold, même si je fais beaucoup de remises en question tout le temps. C'est sûr qu'à 45, je vais avoir une remise en question plus en profondeur. Je pense que si, mettons, à moins que j'ai eu des blessures ou quoi que ce soit avant ça, puis que je suis obligé d'arrêter, c'est une chose. Mais tu sais, rendu à 45, je pense que ça va être le bon moment de me dire, bon, est-ce que je continue, oui ou non? Puis à 45, je pense que la chose à faire, si je continue, ça va peut-être être plus d'y aller année après année, disant, regarde, je fais encore un an, puis je me repose la question par après. Mais c'est pas mal le chiffre là, où moi, je me suis donné ça, mais je ne veux pas donner un chiffre coulé dans le béton en ce sens où c'est là que je veux arrêter parce qu'à date, je ne respecte pas ça. Fait que je me donne juste une date où je me dis, ça, c'est une plus grosse remise en question. Et puis de toute manière, à chaque fois, on dit toujours qu'on arrête et tout. Puis après, de toute façon, on reste toujours dans le business. Tu vois, en général, on reste dans les coulisses et tout. Mais après, tant que tu nous fais pas une Ric Flair, ça va. Hein, parce que lui, il peut vraiment plus. Et du coup, la dernière question, je te dis, on finit vraiment en beauté. Je voulais savoir, est-ce que tu avais un petit peu une anecdote qui s'est passée lors d'un voyage, quelque chose d'assez drôle qui t'est arrivé à toi ou qui est arrivé à quelqu'un, puis que vous en avez ri? Est-ce que tu as une anecdote de voyage qui a pu arriver? Ben, il y a plein d'anecdotes de voyage. C'est ça qui est le fun. Il y en a que je ne peux pas raconter. Okay, on OK. s'entend. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est normal. Mais il s'en passe plein des choses. Tu sais, je veux dire,
le fait de voyager avec des gens formidables comme les gens à la NSPW, il se passe toujours des choses. Je vais te donner un exemple. La manière que j'ai connu Azael, moi, on se connaissait zéro. Là, on est allé lutter à... Je me souviens pas exactement c'est où. En tout cas, bref, dans le fin fond pas loin de la Gaspésie, là, on était à comme 3-4 heures d'ici. Là, puis écoute, on s'est ramassé après le show dans un bar, puis c'était une toute petite place, fait qu'il y a comme 2 bars dans la ville. Premièrement, le fait de vivre, d'être à la même place que les gens qui sont venus voir le show, parce qu'à peu près toute la ville était venue voir le show, tu comprendras que l'alcool a coulé à flot. Fait que déjà, juste de vivre un peu ce feeling-là de védétariat, un peu, là, c'était particulier. Mais au final, la manière dont on s'est connus, elle et moi, c'est autour d'un karaoké, un peu sa brosse, où est-ce que je suis arrivé à côté d'elle, puis j'ai dit, Chris, t'as toute qu'une voix, toi, puis paf, on a commencé à parler comme ça. Et aujourd'hui, on est rendu une équipe. Il y a d'autres anecdotes aussi, où est-ce que, je me rappelle, là, un autre show qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que c'est Rimouski. J'étais avec Martin Lapiasse, qui est mon partner dans le consortium. Puis écoute, moi, je m'en vais me coucher ce soir-là. Je suis brûlé après le show. J'avais une grosse semaine. Puis Martin, il revient. Là, puis écoute, Martin, lui, là, il se fout complètement que je suis en train de dormir. Moi, je dors depuis 2 heures. Il rentre dans la chambre, il avait pris un verre. Et, il n'était pas chaud, mais il avait pris un verre. Puis écoute, il s'est mis à me raconter des histoires, mon gars. Moi, je n'avais pas demandé là, d'avoir des histoires à 2 heures du matin. Mais il est tellement drôle, ce gars-là. Écoute, j'ai ri pendant 1 heure de temps. J'en avais mal aux abdos. Fait que finalement, c'était correct. Je n'étais pas fâché qu'il m'ait réveillé. Sauf qu'après ça, il a parti son Christy de CPAP, là, sa machine, parce qu'il fait de l'apnée du sommeil. Fait que j'ai pas redormi de la nuit. Ça en est des exemples de ce qu'on vit sur la route. Fait que j'ai eu le droit de dormir un beau 2 heures. Il m'a réveillé avec un show d'humour. Après ça, j'ai pas dormi. Ah oui, effectivement, comme tu dis, vous vivez des choses extraordinaires. Je te remercie beaucoup en tout cas pour l'interview. Je vais te laisser la conclure avec ce que tu veux. Promo, réseaux sociaux, bref, peut-être que tu parlais tout à l'heure de ton magnifique pull, peut-être qu'on peut le retrouver quelque part. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview, puis je te laisse conclure. Je te remercie. Je trouve ça toujours le fun d'avoir des opportunités comme ça, de parler à des gens différents, d'avoir des visions différentes. Donc, d'abord, merci à toi. Bien évidemment, oui, j'ai de la merch, que ce soit la merch du Red Kingdom. On a aussi encore de la merch du consortium. Tout est disponible dans les shows auxquels on va. Donc, Generation Next, NSPW. Là, évidemment, on n'a pas de show avant le mois de janvier. Là, je ne me souviens pas des dates, me semble. C'est le 11 et le 16 ou 15, en tout cas, dans ce coin-là. On recommence à la mi-janvier. Allez voir sur la page Facebook NSPW Generation Next, vous allez avoir toutes les dates. Mais évidemment, ma page Instagram, majoritairement, si jamais vous voulez me suivre, c'est la page Instagram. C'est Damien Wild, barre de soulignement, donc _ pro wrestler. Je mettrai dans la description, t'inquiète. Ben, parfait, merci de la mettre dans la description. Donc oui, Damien Wild _ pro wrestler. Même chose sur Facebook. Puis si jamais, effectivement, il y a des gens, pour une raison ou pour une autre, qui ont trippé puis qui ont le goût d'avoir ce magnifique gilet ou quoi que ce soit, puis qui ne viennent pas au show ou quoi que ce soit, écrivez-moi. On va trouver un moyen d'avoir le gilet qui est en vente à 25 $, le gilet de Red Kingdom. Puis sinon, écoute, non, pour le reste, ça va être pas mal ça. Je suis vraiment, vraiment content. Puis continuez à me suivre. Évidemment, les pages YouTube, les gens, par exemple, à l'extérieur, chez vous, qui décideraient de vouloir nous suivre, que ce soit Gen Next, les pre-shows de la NSPW, tout est sur YouTube. Alors, tapez Generation Next, NSPW, PABS, pre-show. Vous allez avoir toutes les pre-shows. Sinon, les shows de la NSPW sont sur independentwrestling.tv, donc IWTV. Ça ne coûte pas cher. Je pense que c'est moins de 10 $ par mois. Vous avez accès à toutes les fédérations, la plupart des fédérations indépendantes sérieuses, dont la NSPW. Donc, évidemment, inscrivez-vous là-dessus. C'est là majoritairement que vous allez me voir. Vous allez voir les meilleurs athlètes au Québec parce que la NSPW, c'est ça. Voilà, au moins, on sait tout. Je te remercie beaucoup pour cette longue interview qui est passée vite, moi, j'ai trouvé. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis moi, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Bye bye.